Bonsoir et bienvenue pour cette première dans Libre Lecture sur la chaîne d'Océan de Coach, la chaîne 100% coaching. Je suis Frédéric Ranganayagui, je vous souhaite la bienvenue. C'est une première, c'est un lancement. Libre Lecture, c'est avant tout donner une voix aux œuvres littéraires de notre patrimoine qui nous est transmis de génération en génération et qui regorge d'idées, innombrables d'idées qui nous permettent de penser, de réfléchir. Ce soir, nous accueillons un invité en particulier. C'est un honneur de l'avoir ce soir pour une lecture. Sans plus tarder, allons l'accueillir. Bonsoir Maximilien. Bonsoir Frédéric. Je te souhaite la bienvenue et je tiens tout d'abord à te remercier d'être présent ce soir pour ta présence. Et j'espère que le texte que tu as choisi te, sera, comment dire, euh, quelque chose qui permettra peut-être d'aboutir à quelque chose de nouveau. Voilà ce que je voulais dire. Alors, oui, je ne sais pas, ça sera quelque chose de nouveau peut-être pour toi, mais en tout cas, ça donnera une discussion, ça j'en suis certain. Et avant de commencer, j'aimerais te proposer, avant de passer à la lecture, peut-être te présenter pour ceux qui nous écoutent ce soir en quelques mots et nous dire comment tu t'es pris pour choisir ton texte et quel est le texte que tu as choisi. C'est à Alors, me toi. me présenter alors? Je m'appelle Maximilien Bachelard, je suis, docteur en psychologie, psychothérapeute, je suis auteur d'ouvrages, pour les professionnels, d'articles et cetera. J'ai un CAP cuisine aussi pour diversifier un petit peu, passer de l'esprit au corps. Mm. Hem, alors, j'ai répondu à ton appel avec un doute au départ. Je dis souvent non pour commencer parce que je me suis dit: «Est-ce que je suis légitime?» Puis je me suis dit qu'on était dans une période où tout semblait partir dans tous les sens, qu'on nous présente un monde catastrophique. Est-ce que c'est le vrai monde qu'on nous présente? Je sais même plus. Je crois qu'on n'a jamais été à un niveau aussi terrible d'information. Il n'y a pas une journée où on n'a pas des difficultés de l'ordre systémique qui viennent nous dire que la fin du monde est proche. Je crois qu'il n'existe plus beaucoup de Français pour dire que les choses vont bien. Chaque jour est pire que la précédente. Chaque journée, c'est comme ça. Donc, Mm. moi, j'en arrive à une posture un peu radicale. Je me dis qu'il y a 2 solutions. Soit on rase tout, comme dirait Léo Dagan pour ceux qui ont la référence, soit, et c'est une question qui m'est personnelle également, on se tourne vers le beau, Mm. vers le profond, vers l'humain, vers ce qui ne cherche pas de profit. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion, plutôt que de discuter politique pendant des heures pour rien faire, je me suis dit, bah là, on va parler de quelque chose d'intéressant. On va parler d'un texte qui a 142 ans, Mm. d'un auteur à moustache, comme je l'ai dit. Donc, c'est Guy de Maupassant. Guy de Maupassant, Guy de Maupassant a écrit ça en 1884. Moi, ce que je peux te proposer, peut-être, Ouais. bah, je me dis que ce serait peut-être intéressant d'en faire la lecture. Tu vois, j'ai ressorti ma Pléiade. Euh, donc le texte s'appelle Adieu. On peut le retrouver dans la Pléiade, dans les Contes et Nouvelles, dans le premier tome. Et puis, peut-être introduire un peu plus en détail après la lecture d'où ça me vient, cette histoire de Maupassant. Et puis peut-être qu'on en parlera par la suite. Est-ce que ça te convient qu'on fasse comme ça? Oui, c'est parfait, ça me convient parfaitement et je pense que sans plus tergiverser davantage, entrons dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse le plus, c'est cette lecture et je te propose de commencer quand tu es prêt et après on échangera, on discutera. Parfait. C'est quand tu veux, quand tu es prêt, tu peux commencer et y aller et je mettrai moi la référence dans les commentaires en attendant. Très bien. Alors le texte s'appelle Adieu. Les deux amis achevaient de dîner. De la fenêtre du café, ils voyaient le boulevard couvert de monde. Ils sentaient passer ces souffles tièdes qui courent dans Paris par les douces nuits d'été et font lever la tête aux passants et donnent envie de partir, d'aller là-bas, on ne sait où, sous des feuilles et font rêver de rivières éclairées par la lune, de vers luisants et de rossignols. L'un d'eux, Henri Simon, prononça en soupirant profondément. Ah, je vieillis, c'est triste. Autrefois, par des soirs pareils, je me sentais le diable au corps. Aujourd'hui, je ne me sens plus que des regrets. Ça va vite, la vie.
Il était un peu gros déjà, vieux de 45 ans peut-être, et très chauve. L'autre, Pierre Garnier, un rien plus âgé, mais plus maigre et plus vivant, reprit. Moi, mon cher, j'ai vieilli sans m'en apercevoir le moins du monde. J'étais toujours gai, gaillard, vigoureux et le reste. Or, comme on se regarde chaque jour dans son miroir, on ne voit pas le travail de l'âge s'accomplir, car il est lent, régulier, et il modifie le visage si doucement que les transitions sont insensibles. C'est uniquement pour cela que nous ne mourrons pas de chagrin après 2 ou 3 ans seulement de ravages, car nous ne les pouvons apprécier. Il faudrait, pour s'en rendre compte, rester 6 mois sans regarder sa figure. Oh, quel coup! Et les femmes, mon cher, comme je les plains, les pauvres êtres, tout leur bonheur, toute leur puissance, toute leur vie sont dans leur beauté qui dure 10 ans. Donc moi, j'ai vieilli sans m'en douter. Je me croyais presque un adolescent, alors que j'avais près de 50 ans. Ne me sentant aucune infirmité d'aucune sorte, j'allais heureux et tranquille. La révélation de ma décadence m'est venue d'une façon simple et terrible qui m'a atterré pendant près de 6 mois, puis j'en ai pris mon parti. J'ai été souvent amoureux, comme tous les hommes, mais principalement une fois. Je l'avais rencontrée au bord de la mer à Étretat, voici 12 ans environ, un peu après la guerre. Rien de gentil comme cette plage le matin à l'heure des bains. Elle est petite, arrondie en fer à cheval, encadrée par des hautes falaises blanches, percée de ces trous singuliers qu'on nomme les portes. L'une, énorme, allongeant dans la mer sa jambe de géante, l'autre en face accroupie et ronde. La foule des femmes se rassemble, se masse sur l'étroite langue de galets qu'elle couvre d'un éclatant jardin de toilettes claires, dans ce cadre de hauts rochers. Le soleil tombe en plein sur les côtes, sur les ombrelles de toutes nuances, sur la mer d'un bleu verdâtre, et tout cela est gai, charmant, sourit aux yeux. On va s'asseoir tout contre l'eau et on regarde des baigneuses. Elles descendent, drapées dans un peignoir de flanelle, qu'elles rejettent d'un joli mouvement en atteignant la frange d'écume des courtes vagues, et elles entrent dans la mer d'un petit pas rapide, qu'arrête parfois un frisson de froid délicieux, une courte suffocation. Bien peu résistent à cette épreuve du bain. C'est là qu'on juge, c'est là qu'on les juge, depuis le mollet jusqu'à la gorge. La sortie surtout révèle les faibles, bien que l'eau de mer soit d'un puissant secours aux chairs amollies. La première fois que je vis ainsi cette jeune femme, je fus ravi et séduit. Elle tenait bon, elle tenait ferme. Puis il y a des figures dont le charme entre en nous brusquement, nous envahit tout d'un coup. Il semble qu'on trouve la femme qu'on était né pour aimer. J'ai eu cette sensation et cette secousse. Je me fis présenter et je fus bientôt pincé comme je ne l'avais jamais été. Elle me ravageait le cœur. C'est une chose effroyable et délicieuse que de subir ainsi la domination d'une femme. C'est presque un supplice et en même temps un incroyable bonheur. Son regard, son sourire, les cheveux de sa nuque, quand la brise les soulevait, toutes les plus petites lignes de son visage, les moindres mouvements de ses traits me ravisaient, me bouleversaient, m'affolaient. Elle me possédait par toute sa personne, par ses gestes, par ses attitudes, même par les choses qu'elle portait qui devenaient ensorcelantes. Je m'attendrissais à voir sa voilette sur un meuble, ses gants jetés sur un fauteuil. Ses toilettes me semblaient inimitables. Personne n'avait des chapeaux pareils aux siens. Elle était mariée, mais l'époux venait tous les samedis pour repartir les lundis. Il me laissait d'ailleurs indifférent. Je n'en étais point jaloux. Je ne sais pourquoi, jamais un être ne parut avoir aussi peu d'importance dans la vie, n'attira moins mon attention que cet homme. Comme je l'aimais elle, et comme elle était belle, gracieuse et jeune. C'était la jeunesse, l'élégance et la fraîcheur même. Jamais je n'avais senti de cette façon comme la femme est un être joli, fin, distingué, délicat, fait de charme et de grâce. Jamais je n'avais compris ce qu'il y avait de beauté séduisante dans la courbe d'une joue, dans le mouvement d'une lèvre, dans les plis ronds d'une petite oreille, dans la forme de ce sot organe qu'on nomme le nez. Cela dura 3 mois, puis je partis pour l'Amérique. Le cœur broyait de désespoir. Mais sa pensée demeura en moi, persistante, triomphante. Elle me possédait de loin, comme elle m'avait possédé de près. Des années passèrent, je ne l'oubliais point. Son image charmante restait dans mes yeux et dans mon cœur. Et ma tendresse lui demeurait fidèle, une tendresse tranquille maintenant,
quelque chose comme le souvenir aimé de ce que j'avais rencontré de plus beau et de plus séduisant dans la vie. 12 ans sont si peu de choses dans l'existence d'un homme. On ne les sent point passer. Elles vont l'une après l'autre, les années, doucement et vite, lentes et pressées, chacune est longue et sitôt finie. Et elles s'additionnent si promptement, elles laissent si peu de traces derrière elles s'évanouissent si complètement qu'en se retournant pour voir le temps parcouru, on n'aperçoit plus rien. Et on ne comprend pas comment il se fait qu'on soit vieux. Il me semblait vraiment que quelques mois à peine me séparaient de cette saison charmante sur le galet d'Étretat. J'allais au printemps dernier dîner à Maison Lafitte chez des amis. Au moment où le train partait, une grosse dame monta dans mon wagon, escortée de 4 petites filles. Je jetai à peine un coup d'œil sur cette mère poule, très large, très ronde, avec une face de pleine lune qu'encadrait un chapeau enrubanné. Elle respirait fortement, essoufflée, d'avoir marché vite. Et les enfants se mirent à babiller. J'ouvris mon journal et je commençais à lire. Nous venions de passer à Nières quand ma voisine me dit tout d'un coup: «Pardon, monsieur, n'êtes-vous pas monsieur Carnier?» «Oui, madame». Alors elle se mit à rire, d'un rire content de brave femme et un peu triste pourtant. «Vous ne me reconnaissez pas?» J'hésitais. Je croyais bien en effet avoir vu quelque part ce visage, mais où? Mais quand? Je répondis: «Oui, et non, je vous connais certainement sans retrouver votre nom». Elle rougit un peu. «Madame Julie Lefèvre». Jamais je ne reçus un pareil coup. Il me sembla en une seconde que tout était fini pour moi. Je sentais seulement qu'un voile s'était déchiré devant mes yeux et que j'allais découvrir des choses affreuses et navrantes. C'était elle, cette grosse femme commune, elle, et elle avait pondu ses 4 filles depuis que je l'avais vue, et ces petits êtres m'étonnaient autant que leur mère elle-même. Ils sortaient d'elle, ils étaient grands déjà, ils avaient pris place dans la vie, tandis qu'elle ne comptait plus, elle, cette merveille de grâce coquette et fine. Je l'avais vue hier, me semble-t-il, et je la retrouvais ainsi. Était-ce possible? Une douleur violente m'étreignait le cœur, et aussi une révolte contre la nature même, une indignation irraisonnée contre cette œuvre brutale, infâme de destruction. Je la regardais effaré, puis je lui pris la main, et des larmes montèrent aux yeux. Je pleurais sa jeunesse, je pleurais sa mort, car je ne connaissais point cette grosse dame. Elle, émue, balbutia: «Je suis bien changé, n'est-ce pas? Que voulez-vous? Tout passe. Vous voyez, je suis devenu une mère, rien qu'une mère, et une bonne mère. Adieu le reste, c'est fini. Oh, je pensais bien que vous ne me reconnaîtriez si vous ne nous rencontrions jamais. Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes changé. Il m'a fallu quelque temps pour être sûr de ne point me tromper. Vous êtes devenu tout blanc. Songez, voici 12 ans, 12 ans. Ma fille est née à 10 ans déjà.» Je regardais l'enfant et je retrouvais en elle quelque chose du charme ancien de sa mère, mais quelque chose d'indécis encore, de peu formé, de prochain. Et la vie m'apparut rapide comme un train qui passe. Nous arrivions à Maison Lafitte, je baisais la main de ma vieille amie. Je n'avais rien trouvé à lui dire que d'affreuses banalités. J'étais trop bouleversé pour parler. Le soir, tout seul, chez moi, je me regardais longtemps dans ma glace, très longtemps, et je finis par me rappeler ce que j'avais été, par revoir en passé ma moustache brune et mes cheveux noirs, et la physionomie jeune de mon visage. Maintenant, j'étais vieux. Adieu. Voilà. Merci Maximilien pour cette lecture, Et merci heu Guy. et merci à lui et Guy de Maupassant parce que je n'ai jamais lu ce texte et cette transition de transformation à la fin quand dans le train, je ne m'y attendais pas. J'ai été vraiment aussi surpris que lui l'a été. Ça a marché alors. Ça a marché Ça a marché, 140 ans plus tard, ça marche et encore. ça marche encore. Malgré tout ce qu'on a vu, malgré les modernités, on arrive à se faire surprendre. Ouais. Oui et d'ailleurs, bah, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce texte? Commençons direct par pourquoi le choix de ce texte? Pourquoi lui parce que, il y en a beaucoup de textes, il en existe Ouais, une panoplie, mais c'est celui-ci que tu as alors décidé de partager avec nous. déjà, j'ai voulu quelque chose de court parce que Maupassant arrive en 4-5 pages de la Pléiade à nous faire vivre quelque chose d'intéressant. Ce que j'ai toujours adoré d'ailleurs chez Maupassant, c'est que j'ai écouté un documentaire sur lui il y a pas longtemps et le présentateur disait quelque chose d'important.
quand vous lisez Maupassant quelques années plus tard, vous ne savez plus si c'est une histoire que vous avez vécue ou si c'est quelque chose qu'on vous a raconté. Et je Mmh. m'étais dit qu'il fallait sentir son développement et que c'était dommage de ne faire qu'un extrait. Écoute, il y a plein de choses qui me sont venues et je pense qu'on va pouvoir en parler parce que je trouve que ce texte-là, un petit peu comme les analyses de texte qu'on faisait pendant les études, ce sera l'occasion de le faire. Mais avant d'en parler un peu plus, moi, je suis très touché par Maupassant. Ma mère m'a mis Les Contes de la Bécasse de Maupassant dans les mains quand j'étais gosse. Mmh. Et pour moi, Maupassant est un psychologue, en fait. Il est issu du courant réaliste, il décrit les gens, il a été formé par Flaubert. Et pour la petite anecdote, c'est sa mère qui est allée chercher Flaubert pour lui dire formez mon petit. Et Flaubert l'a poussé durant 7 ans à ne pas publier parce qu'il lui a dit que c'était pas encore assez bon et qu'après ce serait trop tard, qu'il faudrait se Mmh. justifier des textes imparfaits. Et il lui disait quelque chose d'important qui fait la patte de Maupassant. Il lui demandait de prendre le temps de décrire les gens et de trouver leur singularité et de réussir à nommer en un mot qu'est-ce qui fait la singularité de la personne devant lui. Et je trouve Mmh. que c'est assez prodigieux, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans le texte. Donc on a le goût de ce qu'il décrit indirectement en fait en nous contant une histoire. Il fait vivre des expériences qui sont communes en apparence, qui sont banales, mais qui sont très vraies en fait. C'est ça le courant Mmh. réaliste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, il a été moyennement reçu au début, Maupassant, puisqu'il n'y a pas de morale dans ces histoires. Il n'a aucune morale. Donc une femme trompe son mari, un homme se met avec une vieille pour son argent. Voilà, il décrit les choses et on lui en a voulu parce qu'à l'époque, on avait l'habitude, que les méchants meurent, ou qu'il y ait une phrase de morale et pour lui, bah, il fallait décrire les choses comme elles sont plutôt que Mmh. de mentir. Donc Maupassant m'a déjà parlé. Un autre type à moustache, de mémoire, il a une moustache, Pierre Bellemare aussi. Ma mère écoutait des histoires extraordinaires de Bellemare, enfin, elle les lisait et puis après, ils les ont mis en audio et je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Ça me fait revenir dans mon enfance quand j'ai pu traîner en vacances en Normandie. Mmh. Normandie, c'est l'endroit où a grandi Maupassant, où il a passé sa vie. Voilà, Mmh. donc il monte simplement, il regarde à travers les couches du mensonge, il capte les ambiances, il contourne les apparences sociales, il nous amène au plus simple appareil, en fait. C'est presque de l'époquer au sens phénoménologique, quoi. Il nous montre les choses et puis on les regarde et Mmh. c'est vrai que plus je m'intéresse à Maupassant, plus un jour on m'a dit qu'il y avait quelque chose qui me rapprochait de lui. Bon, OK. Puis c'est vrai que je me suis entendu dire que moi je voulais filmer des interactions dans les institutions, par exemple. Filmer les gens Mmh. et leur montrer. Voilà, sans commentaire, juste pour montrer ce qui se passe. Parce que je pense que l'image est suffisante, la réalité est suffisante. Donc voilà. Heu, Moi, je pense qu'il y a plusieurs thèmes qu'on peut aborder. Je sais pas ce que tu en penses, mais dans ce texte-là et puis tu me coupes, hein, moi j'ai réfléchi parce que ça a fusé, après la lecture, je l'ai relu 3 fois. À la deuxième lecture, d'ailleurs, je me suis dit que c'était évident qu'on allait voir une dame apparaître. Mais je me suis dit: «C'est marrant, c'était pas évident à la première lecture, tu y as pas pensé une seule seconde». Non. Heu, Parce que je crois qu'il nous amène, avec sa caméra, Mmh. et on est sur le détail et on ressent les choses et le temps de les ressentir, on n'a pas le temps d'imaginer ce qui va se passer après. Mmh. Et je dirais même, comme il a le souci du détail, il apporte énormément de détails pour décrire l'environnement, pour décrire la Mmh, personne. Il précise les cheveux, la mmh. couleur, la forme et ça fait que tu as beaucoup d'informations qui arrivent et là, tu es en train de traiter l'information, tu es en train de visualiser le panorama, les personnages Le et paysage se dessine doucement, se ouais. dessine doucement et tout d'un coup, bah, tu pas le temps, t'as pas la place pour pouvoir imaginer de dire où est-ce qu'il va t'emmener. Tu es Ouais, déjà juste en train d'apprécier le moment présent, c'est ça. de concevoir. C'est un peu ça que comment je l'ai vécu Ouais, et c'est vrai que cette tournure tout d'un coup, on se pose la question, mais pourquoi il insiste sur cette femme avec ses enfants? On c'est comprend ça. pas trop, tu vois? Est-ce qu'il fait une comparaison par rapport à la belle femme qu'elle a connue? Et là, tout d'un coup, tu te poses des questions et Tombe c'est sur là une où grosse dame, une grosse exactement. dame, il précise et là tu te dis, c'est je pense, je n'ai pas beaucoup lu de Maupassant, voire pas du tout. Du coup, je me dis que, est-ce que c'est un procédé qu'on retrouve souvent dans ces textes? Toi qui l'as Ouais, on le retrouve souvent parce qu'il a besoin que l'ambiance entre en nous, tu vois? Plus je suis allé en Normandie, plus en lisant ses textes, j'entendais les mouettes, quoi, qui n'étaient pas décrites, mais il y a un moment donné, il décrit bien le paysage. Et j'aurais envie de dire,
Peut-être comme au cinéma où on pose les bases, tu commences à avoir peur ou à être nerveux et après il se passe quelque chose. Donc pour Mmh. lui, c'est important, je crois, de saisir la personne, par l'émotion, mais sans fioriture. Mmh. La littérature, c'est de la vie, en fait, tu vois? Mmh. Et Donc dis-moi. J'allais et te moi, dire qu'il y a il y a plusieurs thèmes que j'allais aborder, mais on va le faire ensemble. Ouais? ouais, il y a un sujet que j'aimerais t'entendre dessus, c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est la vieillesse. C'est Mmh. qu'on vieillit, que notre corps change, notre apparence change, mais parfois notre esprit est figé. On Ouais, mais s'empêche. justement, on le retrouve bien là parce que et puis c'est intéressant parce qu'on se dira: «Ah bah tiens, il y a un petit côté misogyne». Bon, c'était il y a 142 ans, mais à la Mmh, fin, lui, il se remet en question aussi. Il se rend compte mmh, et justement, pour moi, c'est le temps qui passe. C'est un des thèmes qui revient beaucoup dans le texte. Il dit: «La vie m'a paru rapide comme un train qui passe». mmh, Et je te fais une digression parce que je suis comme ça. Je traînais sur les réseaux sociaux, la semaine dernière et je vois une vidéo de Vincent Cassel. Vincent Cassel, qu'on voit, torse nu et cetera et il y a aussi Laetitia Casta qu'on a revu il y a 1 mois à peu près et puis tout le monde s'est moqué d'eux. Laetitia mmh, Casta et Vincent Cassel en ont pris plein les dents. Ils sont critiqués à propos de leur physique. Mais je me suis rappelé, je suis allé vérifier, Laetitia Casta et Jamel Debbouze à Cannes, c'était quand? Tu t'en souviens de cette scène? C'était en 1999, c'était il y a 27 ans. mmh, Vincent Cassel, qu'on a vu beau comme tout dans La Haine, c'était en 95, c'était il y a 31 ans. Et ce qui m'a fait dire que finalement les gens critiquent parce qu'ils ont l'impression que le monde vieillit et ça veut dire qu'eux ont pris 25 à 30 piges dans les dents aussi, mmh, tu vois? Mais on voit que les gens vieillissent. On voit toujours à l'extérieur que les gens vieillissent. Alors après, on s'en rend compte aussi chez nous. Donc ça, c'est un thème qui revient. Et puis, dans cette histoire de temps qui passe, il y a l'amour du souvenir, l'amour de l'impression du moment, mmh, qui se fait de l'instant, de nos besoins, de nos fantasmes du moment, qui se modifient avec le temps. Tu vois? Ça pose la question, en fait, de savoir par quoi on est attiré. On est attiré par la réalité ou parce que ça provoque en nous. Il y a la tristesse de constater la disparition du sentiment chaud au fond de soi face à la réalité. Il mmh, dit quelque chose comme: «Le souvenir aimé de ce que j'avais rencontré de plus beau et de plus séduisant dans la vie» et ça m'a fait penser à Héraclite qui dit: «On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve». mmh. C'est-à-dire que quand l'instant est passé, il est passé. Il y a des moments qui se saisissent, en fait. Comme le kairos, le moment opportun, tu vois ce que c'est? Ouais. Une sorte d'alignement des planètes qui arrive pas 2 fois. Pour ceux qui connaissent pas, si je peux me permettre, contrairement à Chronos, qui mesure le temps quantitatif, Kairos, il incarne le temps qualitatif et l'instant décisif où il faut agir, décider. Kairos, Mmh, il est décrit comme le premier fils de Zeus. On le reconnaît parce qu'il a des attributs spécifiques, il a des talons ailés, comme ceux d'Hermès d'ailleurs. Il avance sur la pointe des pieds. Il tient à la main une balance qui repose en équilibre sur une lame de rasoir. Et il a une chevelure abondante sur le front qu'il faut imaginer, qui est très particulière, sur le front et sur les tempes, mais l'arrière de son crâne est toujours chauve. Donc mmh, c'est une image où c'est un personnage qui se balade et on peut le saisir par les cheveux lorsqu'il se présente à nous, par devant ou sur le côté, mais il est impossible de le retenir une fois qu'il est parti puisqu'il est chauve. mmh, C'est ça le sens du kairos. Ça s'oppose à la continuité du chronos, c'est un instant fugitif, un temps suspendu. Tu l'attrapes ou c'est trop tard. mmh. Et lui, c'est trop tard. Mais il est resté avec la sensation. Voilà. Donc je trouve qu'il y a quelque chose comme ça d'intéressant sur la notion du temps, plus que vieillissement en soi. C'est comment je perçois le temps. Mmh. Et moi, il y a un exemple qui fait justement ce que cette notion de saisir une opportunité, c'est-à-dire plus le temps passe, il y a un moment, par exemple, le bac pour les jeunes, pour les plus jeunes qui vont peut-être écouter, Mmh. heu, un moment, on te demande de choisir ton domaine dans lequel tu souhaiterais te développer. Et toi, ton parcours, justement, tu as commencé non pas dans la psychologie tout de suite, enfin, tu as commencé dans la psychologie, ce que j'ai vu, mais tu as fait aussi d'autres choses à côté de la cuisine. Ouais. Et et est-ce que cette question, c'est, toi, les jeunes que tu rencontres au quotidien, Mmh mh. qu'est-ce que tu leur dis vis-à-vis de ça? Parce que le choix qu'ils vont faire, ils vont plus pouvoir le refaire au même âge. C'est-à-dire quand tu as Mmh mh. 18 ans, tu fais ton choix. Quand tu as 20 ans,
ton choix va être différent, c'est obligatoire. Tu as la possibilité de faire d'autres choix, mais quand tu avais 18 ans, quand tu as choisi, ce moment-là, tu le retrouves plus. C'est un peu cette enfin, tu vois ce que je veux Je dire? comprends. J'aurais tendance à pas vouloir, rendre les choses plus anxiogènes puisque tout le monde te dit, ce qu'il faut faire, qu'on est encore plus guidé qu'à mon époque sur la question de l'argent. C'est Mmh. encore un autre débat, mais moi j'ai tendance à me dire que la difficulté des jeunes aujourd'hui, c'est la question de la difficulté de fournir un effort. Puisque la majorité des jeunes que j'entends entre 16 et 22-23 ans, ils me sortent tous à peu près qu'ils doivent monter une entreprise, monter un business et faire de l'argent. Et ils tournent en boucle en regardant des vidéos de Jeff Bezos et de Bill Gates en se disant qu'ils sont partis de rien. Ce qui est faux, ce sont des OK. mythes. Mmh. Mais ils se disent: «Waouh, il a une idée lumineuse et pas moi, en fait». Donc ils sont déjà pour certains en train de penser à la retraite. On est dans un climat anxiogène, en fait, c'est une horreur. Puisque moi, à un moment du bac, j'ai pas pensé à ma retraite, en fait. J'ai pas Mmh. pensé que je devais absolument monter un business et je me suis pas dit: «Il faut absolument pas que que je sois salarié parce qu'on va me contraindre à travailler et dans des conditions que je veux pas». J'en suis pas arrivé là à peine le bac en poche. Mmh. Donc c'est compliqué de pouvoir conseiller. Moi, je pense que il faut pouvoir cultiver l'idée qu'on a d'une prise sur le monde, par l'effort et qu'on peut goûter et que je crois qu'il faut pas rendre ce moment décisif. Moi, je pense que c'est une erreur, parce que sinon ça crée une angoisse encore plus forte. Voilà. Mmh. Moi, je sais que quand on m'a dit: «Qu'est-ce que tu veux faire?», il y avait une chose qui m'est venue, mais il y en avait pas 150 en fait et je peux tout à fait comprendre que, la question de tambouriner tous les soirs à table, ne donne pas de réponse et que le jour où on doit décider absolument, ce soit pas facile non plus. Mmh. Voilà, donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais on est dans une autre époque aussi, quoi, tu Mmh. vois? Du Et puis coup, c'est vrai que d'entendre que le bac est dévalué en permanence, tout ça, on est quand même c'est difficile, hein, on aura beau être intelligent, futé et ouvert d'esprit, toi et moi, on est quand même pas nés dans le même bain, hein. mmh. Je suis pas né avec YouTube à 8 ans dans les mains, quoi, donc c'est tu vois? Et même tu as soulevé quelque chose qui est intéressant, c'est, aujourd'hui dans le paysage médiatique, hem, il y a des mythes qui sont véhiculés. Par exemple, réussir par rapport, ces grosses entreprises qui ont commencé d'un garage, mais ce qu'on dit pas, c'est les ressources qu'ils avaient, Bah, au-delà évidemment, de ce garage évidemment. qui était là et même, en parlant de la notion du temps, moi quand j'avais, entre 16 et 18 ans et maintenant, la notion du temps j'avais même pas cette idée en tête. Je sais pas toi si toi aussi c'est pareil, mais c'est plus on vieillit, c'est là plus on se rend compte qu'on a moins de possibilités Mmh. vis-à-vis des capacités physiques qui Mmh sont mh. en train de chuter, que ce soit point de vue cognitif ou même, physique, et 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 ce sujet-là, Maupassant, il le décrit finalement et toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est cette, Bah, cette ce qui distorsion de perception? je sais pas, je suis, pas encore jeune, pas encore vieux, donc je vais bientôt basculer. Je suis vieux pour certains et je suis jeune pour d'autres. Mais je pense que ça pousse à avoir une sagesse, à Mmh. moins gigoter, à plus réfléchir. Bah, de toute façon, quand tu as mal au genou, ce qui est pas encore mon cas, tu arrêtes de gigoter pour faire tout et n'importe quoi. Donc je pense que tu utilises un peu plus ton esprit aussi, ton cerveau. Donc je suis pas encore défaitiste là-dessus. Donc ce serait ma réponse, quoi. Ouais, Mmh. un peu courte. Est-ce qu'on pourrait dire, tu me dis corrige si c'est pas ça, est-ce qu'on Ouais, pourrait dire dis-moi? que quand les contraintes arrivent, l'homme ou les femmes ou l'individu a les moyens d'y faire face, de surpasser cette, Bah, cette notion de je pense que c'est à toi d'être créatif. Quand un homme ou quand une femme sont beaux, mais détestables ou peu intéressés par les autres, ou avec une vie intérieure pauvre, bah, le jour où ils seront moins beaux, bah, ça va être compliqué. mmh, Donc évidemment qu'il faut pouvoir ça nous renvoie au fait que les choses sont éphémères et qu'on va pas pouvoir non plus miser uniquement sur certaines choses qui ne sont que temporaires. mmh, Donc je trouve que ça, c'est intéressant aussi de se dire que ça doit nous pousser à nous demander quelles sont nos qualités au pluriel et pas mmh, notre qualité, quoi. Et puis mmh, rien n'est terminé, en fait, hein. Je veux dire, il y a des gens qui sont en meilleure forme à 40 ans qu'à 25, hein. Il vaut mieux à 40 ans, faire son footing qu'à 25 ans, finir en boîte de nuit tous les soirs et être perdu. Tu sais, il y a plein de gens aussi, c'est intéressant, il y a plein de gens qui diront qu'à 40, 50 ans, ils ont commencé à être heureux aussi.
Donc je Mmh. crois que la jeunesse n'est pas synonyme de bonheur, en fait, et qu'on Mmh. nous vend la vieillesse comme une déchéance, puisque en Occident, on ne sait pas quoi faire des vieux, on les cache, c'est pas beau, c'est pas sexy, alors qu'ils ont une sexualité, ils ont une vie, ils peuvent avoir un épanouissement, certain, en fait. Mmh. Donc je crois que la question, c'est de savoir continuer à s'occuper de soi et de s'apprécier, Mmh. parce que beaucoup lâchent la rampe, en fait, et s'occupent plus d'eux, d'une certaine Mmh. manière, puisqu'on existe aussi par la beauté ou le désir qu'on suscite. Mais c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on peut aussi, tout à fait craquer pour quelqu'un qui a, 30 ans ou 40 ans de plus et qui est intelligent, malicieux, qui a une présence, voilà. Tu vois, les Mmh. 2 personnages au-dessus là, ils sont pas très jeunes, hein, mais et ils plaisent encore. Mmh. Voilà. Quelque part, moi, ce que j'entends dans ce que tu me partages, c'est qu'un individu n'est pas juste, le reflet d'une beauté, n'est pas juste une qualité, n'est pas juste un paramètre. Il est composé de bien plus que ce qu'on pourrait l'enfermer dedans? C'est est-ce que c'est un peu ça? Ouais, je pense que c'est aussi, se dire qu'on doit et on peut miser sur d'autres choses et Mmh. que c'est important parce que sinon on s'enferme avec quelque chose qui a une durée de vie limitée. Mmh. Voilà, et puis la beauté, bon, voilà, on peut être encore plus beau que des cheveux blancs, il y a des gens ridés qui sont encore plus beaux. Voilà, je crois qu'on mal enfin après moi c'est mon point de vue, mais je crois pas que la jeunesse soit forcément associée à la beauté. Enfin moi en tout cas je le perçois pas comme ça, mais je peux comprendre qu'on le pense, mais c'est dommage. C'est dommage, les gens manquent d'imagination, Mmh. je crois. Et je pense que t'entendre permet justement peut-être de prendre conscience que, parce que pour moi, ce que je crois, tu me diras ce que tu en penses, mais si on n'a pas été initié, si on n'a pas été, approché par des personnes qui ont cette curiosité, qui nous la transmet et qui nous font vivre des choses au travers d'expériences, bah, peut-être qu'on reste, dans son cadre, on reste dans son intériorité et on passe à côté des merveilles du monde et Mmh. tu vois ce que je veux dire? Par exemple, toi, ce que tu dis aujourd'hui, cette parole, c'est une parole qui invite à s'ouvrir, à regarder l'autre au-delà juste d'un critère esthétique, Mais c'est une vraie question parce qu'on est quand même dans une époque où, c'est nos visages qui vendent aussi. mmh, Donc, tu vois, les sites de rencontres, c'est un des thèmes que j'allais aborder justement et donc ça me permet de rembrayer sur ça. Pour moi, la question aussi dans le texte, c'est l'image et la vibration. C'est l'effet de l'image aujourd'hui, moi, qui m'interroge aussi, les sites de rencontres, par exemple. On veut mmh, l'autre. Pourquoi on veut l'autre? On rencontre l'autre ou pas finalement? Et on aime ce que l'autre fait vibrer en nous? Ça, c'est une question piège et très intéressante. Parfois, on vibre bien au contact de quelqu'un et on croit que c'est le summum de la confirmation qu'on est face à l'âme sœur, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. mmh, C'est le siège de bien de situations problématiques. Je me sens bien, donc je pense que ça va marcher après. Non, ça mmh, marche pas. Ça marche maintenant, mais ça signifie pas, parce que j'ai un coup de cœur, qu'on va pouvoir construire. C'est la même chose pour le coup de foudre amical, pour le coup de foudre amoureux ou pour le coup de foudre professionnel. Il va falloir après qu'on voit comment ça marche et comment on construit. Et donc, si on est dans le jeu de l'apparence, on se dit, bah, est-ce que je suis suffisamment beau ou belle pour que l'autre change ou pour que l'autre m'aime pour cette beauté? Bon, c'est un peu malheureux. Alors après, on passera sa vie à faire de la chirurgie esthétique ou faire comme certains acteurs et renouveler le stock de femmes de 20 ans alors qu'on en a 50 ou 60. Bon. Mais donc je crois qu'il y a une question. Nos coups de foudre se nourrissent non pas des attributs extérieurs à nous, mais à nos dispositions, à nos attentes, à nos besoins, à nos désirs. C'est aussi mmh, ça qui décrit Maupassant d'une certaine manière. Possiblement qu'on peut imaginer un personnage dans l'ennui, et là, il y a quelque chose qui fait et il le dit que les toilettes sont sublimes. Mais c'est une évidence que ces toilettes sont comme celles des autres. Mais mmh, lui, il les trouve sublimes. Il y a quelque chose qui joue en nous au point que le cœur s'emballe, en fait, et que le corps réagit. C'est l'ange qui tire la flèche, qui est un messager, mais qui provient de nous et pas du ciel comme une bénédiction divine à laquelle il faudrait croire. Tu vois ce que je veux dire? mmh. Donc C'est quand c'est un couple tu vois? Dis-moi, dis-moi. Du coup, moi, je voyais que, ce que tu posais là, c'est un peu la thématique de comment faisons-nous confiance à l'autre? Comment accordons-nous confiance à l'image que l'autre envoie? Et ce que moi, je comprends de ce que tu me dis, c'est que finalement, l'image que l'autre envoie, ça va
résonner avec ce que nous, on a envie aussi que l'autre envoie quelque part et on va un peu enlever les défauts, on les voit plus en fait. Bah, On je pense que dans le coup de foudre notamment, c'est quelque chose que je redis souvent sur différents canaux. Il y a quelque chose d'intéressant dans le coup de foudre. C'est pas spécialement une obsession pour le couple parce que encore une fois, coup de foudre, c'est comme quand vous êtes devant les ressources humaines ou devant un ami. C'est-à-dire que vous quand on est face à quelqu'un, il y a une sorte de tunnel qui se forme et puis moi je pense que s'éloigne de notre champ de notre champ visuel, de notre champ de conscience, on met de côté méthodiquement ce qui peut nous poser souci et on se dit: mmh, «Ça va aller, on verra, c'est qu'une passade, il m'a dit que» et on fait pas attention à ça et c'est pour mmh, ça que 99 du temps, quand je rencontre des gens qui sont au moment d'une rupture, ils arrivent toujours à me dire cette même phrase: «Oui, j'avais tout sous les yeux en fait». mmh, Mais c'était un pari. C'est-à-dire que je me suis dit: «Ça va disparaître. Il va arrêter de mmh, boire, elle va arrêter de dépenser, il va arrêter d'être avec sa famille en permanence, blablabla» et donc c'est quelque chose où, on a tellement envie qu'à un moment donné, on se ment, mmh, l'autre nous ment, mais il nous ment parce qu'il aimerait correspondre aussi, puis il en a envie, mais en mmh, fait, tout le monde se ment d'une certaine manière et donc c'est ça aussi la question de Maupassant, c'est de réussir à passer sous les radars et nous montrer ce qui se passe un peu en dessous. mmh. Une question que j'ai envie de te poser, de te soumettre, c'est toi dans ces relations, dans les relations de proximité, que ce soit avec des amis, des proches ou des étrangers, y a-t-il des vigilances ou qui prend la forme peut-être de questions ou d'idées qui te traversent l'esprit ou bien tu ramènes dans ton esprit souvent pour justement jauger, évaluer le lien qu'il y a avec les autres? Je sais pas, moi, enfin, c'est très basique, mais moi, j'ai souvent, je le répète, ce qui est dit et ce qui est fait, c'est important. Ce qui est dit et ce qui est fait, puis ce qui vient spontanément, en fait. Mmh. Tu vois? Parce qu'on pousse les gens à fonctionner comme on aimerait qu'ils fonctionnent. Mmh. Ça fait partie des relations humaines, en fait. Donc, on se rend pas bien compte parfois. L'exemple classique, c'est, la personne qui vous dira: «En fait, je me rends compte que, oui, vous avez raison, j'y réfléchis, si je l'appelle pas, il peut ne pas m'appeler pendant une semaine et Mmh. ça fait 6 mois que c'est moi qui appelle» et il est très content. Alors quand la personne est prête à jouer le jeu, elle arrête d'appeler pour Mmh. écouter ce qu'elle ressent, pour écouter ce qui se passe en face. C'est pas forcément de la manipulation. On nous sort des histoires de perversion, de manipulation. La personne, elle s'en fiche peut-être ou elle a un autre rapport au monde. Mais donc il faut quand même se rendre compte qu'on vient modifier une relation et on vient la co-créer avec une personne tout en ayant l'impression de l'observer objectivement. Mais en fait, on y participe par essence. On ne peut pas ne pas influencer, tout simplement. Donc Mmh. j'ai tendance à dire qu'avant de regarder ce qui se passe chez l'autre, il faut pouvoir se dire: «Tiens, qu'est-ce que je fais régulièrement? Qu'est-ce que je fais jamais? Et comment je pourrais faire un peu autrement?» Ça peut être Mmh. intéressant ça, je trouve. Mmh. C'est même très intéressant et tu as des suggestions j'allais dire exercices, mais peut-être, d'activités plutôt qui facilitent cette découverte de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des activités qui facilitent cette, lecture de soi et de Ah, lecture de des autres? soi-même? Ou des autres, ou pour être plus large? Tu me poses une colle là. Tu me poses une colle. Je sais pas, moi je me dis que c'est tout est dans le regard, il faut pouvoir regarder, le registre de tout ce que je fais ou tout ce que je fais pas et puis à un moment donné, soit me retenir si je fais ou soit faire si je ne propose jamais, tu Mmh. vois? Eh oui, comme dans les couples où en fait, je sais pas, on va se plaindre de on fait jamais rien, mais en fait tu as proposé quoi toi? Donc, Mmh. propose. Déjà, avant de chercher à comprendre ce qui n'irait pas chez l'autre, propose déjà, puis tu verras après ce que ça vient créer en fait. Donc Mmh. j'aurais pas de méthode. Je suis plus, Maupassant que le coach qui a une liste des d'outils à fournir pour le coup. Mais Moi, ce voilà, que je je pense que vois, ce que ouais. j'entends en tant que coach justement, c'est, finalement tu dis: «Bah, faut passer à l'action, propose, passer à l'action, proposer des choses et voyons qu'est-ce qui ça donne et Bah, analysons ensuite que ce que ça je peut pense créer». que déjà, ça permet de partir du principe qu'on va bouger le système plutôt que de critiquer la personne. C'est quand même Mmh. plus intéressant. Si on reprend la métaphore du couple, c'est pertinent. Mais on peut aller plus loin, en fait, parce que ça pourrait paraître un peu basique ce que je raconte. Il y a plusieurs couches, mais
on peut aussi se dire quand on est amoureux, on est parfois amoureux du souvenir de notre partenaire. Voilà, parfois quand je rencontre des couples, je leur demande alors, ils s'engueulent, ils en peuvent plus et puis je leur dis: «Alors vous vous êtes rencontrés comment?» À peu près toujours, même si c'est la catastrophe, les 2 visages se détendent, les 2 corps s'arrêtent et j'ai un ou 2 sourires et «Oh là là, il était beau, elle était belle» et enfin merci pour «il était beau, elle était belle», mais je relève pas à ce moment-là, mais il a fait ci, il a fait tel effort, il s'est passé tel truc, c'était ubuesque et là, il y a toute la magie qui revient. Mmh. Et donc, ce qui veut nous dire aussi que le lien à l'autre, c'est aussi l'épaisseur de la relation et de l'histoire qui se fixe dans la rétine. Et il le dit à un moment donné, Maupassant, il dit: «Je sentais seulement qu'un voile s'était déchiré». Mmh. C'est-à-dire qu'il avait maintenu une idée, mais la réalité, en fait, elle est plus là. Elle est apparue. Parce Mmh. qu'il y avait pas de rencontre. Chez Mmh. Maupassant, il y avait pas de rencontre, il y avait pas de construction. Donc il s'est fait tout un film et moi, ce qui Mmh. m'intéresse parfois quand je rencontre les gens, c'est de se dire: «Mais quel film je me suis fait de l'autre ou l'autre s'est fait de moi ou dans ce couple ou dans ce boulot?» Voilà. Moi, je pensais que j'allais être augmenté, c'était évident que j'allais avoir des responsabilités. On m'a dit que j'étais surdiplômé, je me suis très bien entendu avec le patron et il y a un truc comme ça où on a entendu quelque chose qui n'a jamais été prononcé. Mmh. Voilà. C'est quelque Et donc part, je crois c'est qu'il faut se on poser est cette resté avec question. nous-mêmes. On est Ouais, resté je avec pense qu'il faut nous-mêmes. se poser cette question, en fait, de ce que l'autre a voulu nous sous-entendre ou de ce qu'on aurait voulu avoir aussi, Mmh. tu vois? Donc je crois que quand en plus il y a de l'amour ou quand il y a de l'amitié, ou même au boulot parce qu'on veut pas que les salariés partent, on dit: «Oui, pourquoi pas, on verra», donc on a obtenu un demi-accord et donc on attend et dans le burn-out, par exemple, il peut y avoir ça. On peut se dire: «Je suis injustement traité ou pas payé comme il faut et ça fait longtemps que j'en parle et on m'écoute pas vraiment» et donc tout ça, ça va venir éroder quelque chose de la relation aussi Mmh. et puis Et dans le là, tu as couple, dit il y un a ça mot aussi, Tu as dit éroder. un mot très intéressant, c'est éroder. Et Ouais. pour moi, j'ai envie de dire, le temps érode cette illusion qu'on peut se créer finalement. Je crois que le temps érode, mais j'en suis pas persuadé. Je suis pas sûr que le temps érode les illusions. Je vais même te dire non, mais je pourrais revenir dessus. Ouais. Je crois que les gens, justement, ne voient pas les illusions s'éroder, mais ils constatent, avec effarement, des actes ou des non-actions des actions ou des non-actions et sont effarés. Et peut-être que moi, Mmh. mon boulot, par moment, c'est d'aller justement discuter de ces illusions érodées. En se disant Mmh. aussi que peut-être l'autre, a toujours été nul, mais que peut-être on a toujours attendu trop de lui et que peut-être en fait, c'est plus compliqué que ça. Mais je crois que les gens s'arrêtent, quand ils prennent la réalité dans la tête. Un peu comme dirait, même si j'en suis pas fan, Jacques Lacan: «La réalité, c'est quand on se cogne», quoi. Et donc les gens, se réveillent en se disant: «Mais, vous vous rendez compte, il a rebu, elle a reacheté des choses, il m'a retrahi, elle a toujours pas fait ça» et je me dis: «Bah oui, oui, oui». Mais donc on se dit et donc on peut se dire parfois, «Je me suis trompé, je suis dans l'illusion», mais je crois qu'au premier abord, on n'interroge pas ça, en fait. On n'a pas vraiment le réflexe, je crois, de se demander, «Qu'est-ce que j'attends moi, en fait, là? Est-ce que j'attends pas trop? Où en est l'autre?» On est très porté sur Mmh. nos besoins. Mmh. Et moi, quand pour développer un peu cette question de éroder l'illusion, c'est-à-dire pour moi, ça laisse la place aussi à ce que, ben, la personne ne change pas, mais quand ça érode, ça veut dire aussi qu'il laisse une place où ça fragilise. Du coup, potentiellement, la personne peut voir, même si, c'est difficile. Et moi, le choc que j'ai eu, c'est pour reprendre le texte, c'est quand Maupassant, il décrit, cette personne dans le train et il revoit la femme, mais méconnaissable. L'apparence n'est plus la même, le temps a passé, les enfants sont Ouais, là. Et comme tu dis, c'était beau ce que tu as dit, c'est, est-ce qu'on n'est pas amoureux d'un souvenir qu'on a ouais, créé, que la c'est une personne question. Mais on n'en voudra pas au personnage d'avoir fantasmé, je le dirais comme ça, sur une femme et en la trouvant plus belle que de raison, mmh, parce qu'il n'y a pas eu construction. Là où ça devient difficile, c'est quand on se dit: «Mais je vis avec cette personne depuis 10 ans et en mmh, fait, elle n'est pas». Ça, c'est beaucoup plus violent. mmh, Parce que ce qu'on voit dans le texte de Maupassant, c'est l'effet du temps et c'est l'effet du «qu'est-ce que je me suis raconté?» et de la fantasmatisation où finalement elle a les jambes encore plus longues que prévu, elle est encore plus rousse que prévu, elle est encore plus drôle que prévu, parce qu'en fait elle n'était pas tout ça à ce point-là, mais le cerveau se monte un film parfait
Mais Mmh. c'est d'autant plus compliqué qu'on a une personne face à nous et qu'on construit avec elle. Ça, c'est encore une autre question. Mmh. Et justement, comment réagir? Comment faire? Qu'est-ce qui pourrait faciliter cette Peut-être que acceptation? laisser s'éroder les choses, j'allais te dire pour répondre tout de suite, ça Mmh. permettrait aussi de pousser une mise à jour. Mmh. Parce que tout système, peut tendre vers un espèce de figement, un vieillissement. C'est-à-dire on est Mmh. sur des bases d'avant, en fait. C'est Mmh. comme les couples qui se connaissent depuis qu'ils ont 15 ans. Alors j'en connais peu qui vont bien, en fait. Parce que, l'idée est très jolie, mais quand on a 15 ans, c'est une chose. Quand on en a 45 et que ça fait 30 ans que, si on n'a pas été infidèle, on n'a couché qu'avec une seule personne, qu'on a grandi, qu'on a évolué, qu'on a plus d'un quart de siècle dans les jambes, qu'on a, développé, des milliards de choses, on n'évolue pas forcément en parallèle, en complémentarité et on peut ne plus se retrouver là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Parler, agir, je pense aussi respecter l'autre aussi dans ses choix. Parce Mmh. que le problème, notamment dans le couple, mais ça peut être aussi au boulot ou en amitié, je crois que c'est souvent comme ça. On pourrait avoir tendance à prendre pour soi ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire Mmh. qu'on se dit: «Beh, si même il fait cet effort, je lui dis que j'en avais marre, en plus il m'a dit oui, donc pourquoi il ne le fait pas?» Bah, peut-être qu'au fond, il en a tout simplement pas envie. Donc Mmh. un conseil très bête, c'est même pas un conseil, mais je pense qu'à un moment donné, il faut prendre les gens comme ils sont. Une métaphore, basique comme je les aime, est toujours la même. Comme sur Le Bon Coin, il faut acheter en l'état. Donc si on vous dit que le canapé, il est comme ça. Voilà. Et Et donc, c'est tout. La voiture ne fonctionne pas, c'est pas la peine de se dire: «Ah mais peut-être sur un coup de» non, non, il y a pas de coup de chance, elle ne mais fonctionne il pas. il faut dire, Maximilien, que sur Le Bon Coin, il y a certains qui fraudent, Il y en a qui qui ne fraudent, oui, qui mais ne disent pas la justement, vérité. ah bah, oui, mais c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que oui, mais justement, dans la rencontre, Mmh. je crois qu'évidemment qu'il vaut mieux éviter de se marier au bout de 6 semaines et je pense qu'on rencontre bien les gens quand ils sont en difficulté. Mmh. Je pense que si, tu convoites une femme ou un homme et que, tout a l'air d'aller bien, je pense qu'il faut voir le quotidien de l'autre. Tu Mmh. sais, le nombre de fois on m'a dit: «Ah bah, il m'a trompé, d'une manière générale, il m'a menti sur lui» et en fait, il a pas d'argent, en fait, il a pas d'amis ou alors sa famille, ça va pas du tout ou son rapport à ses enfants, c'est une catastrophe. Ah bah, oui, mais bon, en fait, vous avez fait un enfant, vous êtes mariés, je l'entends, mais je pense qu'il faut prendre du temps pour voir les gens déposant peu à peu leur masque. Tu Mmh. vois? Toi et moi, par exemple, on s'entend très bien. Si tu veux qu'on se connaisse vraiment, Frédéric, c'est pas très compliqué. Une première chose très concrète, on prend une date, on part en vacances, toi et moi, pendant une semaine. Mmh. Et on verra un peu plus, le quotidien. Est-ce que tu es colérique? Est-ce que tu es, dans l'évitement du conflit? Est-ce que, tu es complètement effacé? Est-ce que tu veux m'imposer trop de choses ou pas du tout? Mmh. Est-ce que tu on peut comment on cohabite avec toi? Et puis quand les voisins nous crieront dessus parce qu'il y a trop de bruit, est-ce que tu les attaqueras à la hache ou est-ce que tu t'excuseras? Moi, je le sais pas tout ça et donc ça me permettra de sentir ton épaisseur dans des situations et Mmh. c'est dans les situations compliquées que les gens se révèlent. Mmh. Hein, gagner à l'euro million nous fait gagner plein d'amis et puis quand on n'a plus rien, où sont les amis? C'est ça qui est Exact. important. Donc je crois qu'il faut pouvoir se voir, quand on est face à, la difficulté. Il me manque, 100 balles, j'ai une mauvaise nouvelle sur le plan médical, je me suis embrouillé avec mes amis, je n'ai plus internet. Enfin, il suffit de voir comment les ados, les jeunes, les vieux, tout le monde réagit face à la difficulté et est-ce qu'à ce moment-là, une fois que le masque est arraché, comment on se comporte? Mmh. Voilà et donc parce que miser sur les moments où ça va bien, c'est nul. Ça a pas de sens parce que si tu veux développer un couple ou même une relation amicale, il va pas falloir que ça lâche, à la première secousse, Il n'y a pas que tu des vois? beaux moments, dans les relations. Mais en fait, il y aura plein de bons moments et tout peut être un très bon moment, mais je crois qu'il faut pouvoir voir comment on fonctionne quand on a plus de batterie. Mmh. Voilà, quand c'est la panique. Mmh. Et donc après, par définition, tout roulera. Mais en fait, il faut quand même imaginer, que, bah, chacun prendra 15 kilogrammes, que chacun aura un déficit de sommeil, comment il réagira, que chacun pourra perdre son boulot, perdra des amis, de la famille. C'est la marche normale de la vie. Mais Mmh. donc à ce moment-là, comment les gens réagissent, ça nous permet quand même de nous donner un bon échantillon de comment est la personne au fond quand ça va pas. Quand tout va bien, c'est facile. Tu sais, si j'ai gagné à l'euro million, ça va aller très bien moi, hein. Tout le monde va vouloir être pote, même si on ne sait pas que j'ai gagné à l'euro million.
parce Ouais. que je serais d'une légèreté incroyable et d'une générosité et je me dirais que c'est bon, j'ai plus de soucis à me faire. Mmh. Et ça, ça reste, justement une illusion qu'on a laissée et qu'on doit relever. Ce fameux voilage dont on parle, il faut retirer Mmh. ce voile-là et puis se dire: «Qu'est-ce qu'il y a sans ça?» Mmh. Mmh. Et pour rebondir, au début du texte, quand il décrit la femme, on s'attend pas moi je m'attendais pas en tout cas, voilà. Je m'attendais pas à ce que la femme soit déjà mariée. Tu vois, il y a cette notion aussi, Et à qu'est-ce que tu 12 en ans qu'ils penses? s'étaient séparés, elle avait une enfant de 10 en plus. Ouais, ouais, déjà mariée. Déjà Ouais. mariée et toi, qu'est-ce que tu en penses de cette convoitise? Parce que, c'est pas écrit sur la tête, à moins que tu as l'alliance, mais Ah oui, tu bon, veux dire avant, d'accord, qu'elle avant. était mariée. Oui, oui, puis Oui, il au s'en tout fichait. début, la Oui, oui, première et il s'en rencontre. fiche, il dit que ça ne lui fait aucun effet. Voilà, là, il les barrières sautent, de et ils pensent Ça pas à reflète la vie de Maupassant aussi, hein. Maupassant, n'a jamais voulu, tomber vraiment amoureux. Il a jamais voulu s'engager. mmh, Il a avoué, enfin, il a eu une relation avec sa mère qui était, très importante pour lui et donc il a toujours eu une certaine légèreté. Il a été avec des femmes, de différents milieux, des intellectuels, des femmes du peuple, des riches, des pauvres. Elles étaient souvent en couple et elles avaient souvent, celle qu'il rencontrait la cuisse légère. Bon, donc je pense que ça reflète aussi une vision du monde qui est assez vraie, hein. Je veux dire, l'infidélité, est énorme depuis toujours mmh. dans nos sociétés. Alors qu'est-ce que j'en pense plus précisément de quoi? Du fait qu'il ait pu la convoiter et qu'il ne s'en fichait qu'elle soit mariée, c'est ça? Plutôt, toi, est-ce que quand tu as lu le texte, quand il Ouais. était en train de décrire, est-ce que tu as eu tout de suite le ressentiment de se dire, tu avais imaginé que la femme était déjà mariée ou bien que c'était une aventure qui allait commencer? Parce qu'on peut s'attendre à ce que, Mmh. comme tu as dit, c'est quelque chose qui va nous rassurer, un texte qui est plutôt complaisant, qui va nous Ouais. présenter une façon de la vie où ça se termine plutôt bien, Mmh. où on fait une belle rencontre, de manière assez innocente et ensuite, ça se développe pour atterrir sur une belle aventure, une belle histoire romantique. Mmh. Mais là, non, c'est pas comme ça. Bah, Là, non. c'est différent quand même. Non, non, je m'attendais pas à ce ressort-là, moi, et c'est intéressant parce que finalement, marié ou pas marié, ça pose aucun souci. C'est pas une question pour lui, en fait. Parce que je Mmh. crois de toute façon, il est pas engagé dans une réalité avec elle, tu vois? S'il y avait eu une construction, ça aurait pu être intéressant. Dans d'autres histoires, il y a ça. Mais bon, c'est un élément parmi d'autres, quoi. Mmh. Je sais pas, bah, ça pourrait aussi prouver il avait peut-être pas envie d'imaginer quoi que ce soit de plus, hein. Mmh. Pour On moi, sait pas ça pourquoi il est parti en Amérique d'ailleurs, hein. Il aurait pu peut-être se donner les moyens de rester, j'en sais rien. mmh, Tu vois, c'est toujours intéressant, c'est qu'après coup, tu racontes toujours ce que tu veux. Tu vois, c'était apparemment l'événement de sa vie. Enfin, il est mmh. quand même parti en Amérique. Alors moi, je ne veux pas juger le personnage, je ne le connais pas. Mais il décrit pas d'effort pour être resté non plus, Mmh. quoi. Mm. Moi, pour moi, c'était, ça renvoyait aussi cette question de même si on est marié, c'est peut-être pas pour l'éternité. On n'a Mm. peut-être pas des partenaires éternels Mm. et on a peut-être des intérêts éternels et se dire que pas parce que tu es marié que tu es enfermé aussi. Ah, mais je pense Tu qu'il peux faut refaire divorcer. ah, mais Tu je vois ce que pense je veux qu'il dire? faut il faut refaire le contrat régulièrement puisque les choses évoluent. Tu vois? Les Mmh. choses évoluent donc j'en ai connu, alors c'est plus souvent les femmes qui ont pu être au foyer puis qui se sont mis à bosser. J'en ai connu beaucoup qui se sont séparés parce que, par définition, l'équilibre, l'équilibre de pouvoir a été modifié, parce qu'en fait, on aspire à une autre vie aussi. Moi, je Mmh. crois que c'est compliqué. Je crois que ce qui est le plus beau quand on est amoureux, c'est de pouvoir se dire qu'on va changer. On va être transformé, qu'on va vivre, des choses qui vont révéler notre nature, qui vont changer notre rapport au monde, mais qu'en même temps, on continue à tenir une main, Mmh. et qu'on va pouvoir accepter ça. Tu vois, moi, je Mmh. suis quand même parfois assez touché par, certaines femmes, d'humoristes, d'acteurs, internationalement connus et puis les couples continuent quand même, Mmh. et je me dis: «Waouh, quand même, c'est pas rien, en fait». C'est Mmh. pas rien du tout. Ça me rappelle une personne que j'avais rencontrée, heu, qui s'est mis donc elle s'est mise à écrire des bouquins et cetera, à faire des trucs, à faire des conférences un peu partout. Puis elle m'a dit: «Bah, par définition, ça mon mec ne supportait pas». Bon, c'est ce qu'elle en dit, hein, mais je pense aussi que, bah, ça vient changer toute la donne, en fait.
Souvent, on vient, on a signé un contrat à la base. On signe un contrat. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, on crée un avenant unilatéral. Mmh. Voilà, le mari décide de plus bosser pendant 2 ans. OK, Est parce qu'il est-ce y qu'on a des peut dire est-ce tu qu'on vois? pourrait dire que le contrat est tacite? C'est-à-dire Bah, que c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre n'en dit chacun met rien, ce qu'il veut ou s'en sans plaint, mais reste. Mais oui, mais en fait, c'est toute une question, c'est comment je viens tirer la couverture. C'est-à-dire que si je décide de plus bosser pendant 6 mois, est-ce qu'on va me larguer? Normalement, si on s'aime, non. Puis si les 6 mois deviennent 8 puis 12. Tu vois, c'est ça la question, c'est qu'il y a un moment donné, jusqu'où ça vient se déliter et à partir de quand on peut s'autoriser à dire stop? Déjà, est-ce qu'on l'a dit? Il y a mmh, plein de gens qui diront, «Oui, oui, je l'ai dit», mais en fait, ils ont rien dit du tout ou mmh, qu'on râlait. Puis ça pose plein de questions, en fait, parce que souvent, c'est un accord tacite, c'est-à-dire, qui ne dit mot consent. mmh, Et puis l'autre peut aussi se cacher derrière le fait que c'est pas sa volonté, mais qu'il peut pas faire autrement, alors qu'en fait, il peut largement faire autrement. mmh. Tu vois? Et moi, il y a une question que je me pose pour ces personnes qui croient avoir dit, qui aimeraient avoir dit, prononcé, Ouais. les conditions. Est-ce qu'ils savaient qu'ils avaient le droit? Est-ce qu'ils savaient l'importance de prononcer ces mots? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire pour moi, il y a une forme de complète, ignorance, c'est-à-dire c'est même pas dans le champ d'attention Non, ces pour sujets-là, moi, c'est une question culturelle. culturels. Ouais, j'entends plus souvent ça de la part de femmes, par exemple, en consultation, qui, me diront, ce qui ne va pas et qui, poussées parfois par mes soins, s'autoriseront à un moment donné parce qu'elles en ont ras-le-bol, hein, c'est pas moi le déclencheur, mais elles viennent me voir, elles en ont ras-le-bol. Elles se mettent à parler et il y a encore, 2-3 semaines, en consultation, on m'a dit, «C'est vrai qu'en fait, je lui avais jamais dit» Mmh. mais c'était à lui de le comprendre. Et Mmh. ça peut faire tenir un couple dans le malheur pendant 15 ans, hein. Mmh. Mmh mh. Et à partir du moment où c'est dit, bah, déjà, tu es confronté à ta peur. Si je lui dis: «Est-ce qu'il va se barrer? Est-ce qu'il va le comprendre? Est-ce qu'il va en avoir quelque chose à faire? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que j'ai le droit de le penser?» Mais tu vois, là encore une fois, quand au moins tu as posé un pion, le jeu peut continuer, il peut se débloquer. Sinon, on Mmh. arrive dans ce qu'appellent les systémiciens, c'est-à-dire un patt de couple, comme aux échecs, une espèce de truc où en fait le jeu peut plus bouger, en fait. Ouais, c'est figé, C'est ça. c'est Et figé. donc oui, l'action permet à un moment donné de découvrir les choses, mais c'est prendre un risque. Parler, c'est prendre un risque. Mmh. Voilà. Et Mais à un moment donné, quand tu as une somme de malheur trop importante, il faut pouvoir faire quelque chose. mmh Ou et moi alors ce tu que je fuis et puis tu peux garder un sentiment au fond de toi. Il y a des gens qui continuent à être, en amitié ou professionnellement ou en amour, bercés par une image qui continue à les contenter. C'est pour ça que je mmh. pose cette question aussi dans le texte. C'est-à-dire qu'il devient amoureux de son image, en fait et elle devient parfaite, tu vois? Mmh. Et même, tu as mis un mot que j'aime beaucoup, souvenir. Ouais, Parce que ce n'est plus ce qui est enfin, l'image a été figée dans le temps ouais, et c'est ça et ce souvenir, je trouve que ça on est représente près bien. et on en arrive presque à une forme d'emprise à soi-même. On Mmh. est sous emprise, parce que c'est toujours un terme, délicieux ça, mais pas forcément sous l'emprise de l'autre, par notre propre emprise, en fait. Mmh. Et on peut être amené à essayer de faire rentrer un rond dans un carré, quitte à casser les bords, quitte à se dire, «Oui, mais il m'avait dit, oui, mais en fait, il a dit que non après. Mmh. Ah oui, c'est et vrai». et moi, ce Voilà. qui a tiqué dans mon oreille, c'est quand tu as dit par rapport à cette femme, cet exemple, de la femme qui est dans ton bureau où tu fais parler, où tu as employé le mot «autorise». Elle s'autorise, Ouais. et du coup, si on parle d'autorisation, on parle de droit Beh, et oui, on parle de droit, mais c'est-à-dire que si on laisse aussi les gens deviner nos envies, on est mal barré, en fait. exactement. Donc, mais souvent on se dit: «S'ils m'aiment», en fait, on a beaucoup de personnes attendent que par la preuve d'amour ou d'intérêt, amour ou intérêt, donc que ce soit au boulot, que ce soit en amitié ou en amour, on se dit: «L'autre me connaît suffisamment pour comprendre et ça me rendrait heureux qu'il puisse deviner». Et Mmh. donc c'est le fameux paradoxe du «soit spontané». C'est-à-dire que Mmh. si je lui dis de m'offrir des fleurs, bah, c'est parce que je lui ai dit, donc c'est plus spontané, donc c'est plus un cadeau, donc je suis déçu. Mais si je lui dis Mmh. pas, bah, j'ai pas de fleurs non plus et donc je suis déçu aussi. Donc on attend un peu par télépathie, parce que c'est le fantasme de beaucoup d'êtres humains, qu'en te regardant, tu comprennes, Frédéric, ce dont j'ai besoin et que tu me le dises. Mmh. Alors je crois que ça nous laisse dans une position d'objet et donc oui,
culturellement, les femmes, peuvent être un peu plus souvent amenées malheureusement à attendre ça. Si tu rajoutes une couche de sucre, puis une couche de romantisme, alors là après, on attend fébrilement que monsieur ait compris. Alors Mmh. évidemment, parler ne change pas forcément les choses, mais au moins quand tu te dis: «J'ai exprimé mes besoins et il n'en a rien dit, il n'en a rien fait, il a mis ça de côté», c'est une réponse. Mais je Mmh. crois que parfois inconsciemment, pour ne pas en arriver là parce qu'on le sait, on préfère ne pas déclencher les choses. Parce Mmh. qu'il y a rien de pire parfois que d'avoir une fin de non-recevoir. On préfère imaginer que peut-être ça pourra un jour arriver. Mmh. C'est plus Au moins rassurant. au moins ça nous laisse une porte d'ouverte à la possibilité qu'un jour ça fonctionne. Mmh. Voilà, plutôt que d'être déçu. Mmh. Donc finalement, dans le malheur, on continue à protéger. Mmh. Parce que ça il y a un intérêt qu'on perçoit. Qui Oui, il y a un intérêt et puis on se dit surtout, tant qu'on n'a pas prononcé la fin, tant que l'autre n'a pas pris une décision, je peux continuer à rêver et rêver, c'est quand même le moteur pour les êtres humains. mmh. Rêver que ça puisse fonctionner. D'ailleurs, lui a été heureux ce monsieur, c'est ça aussi qui est intéressant. Tu vois, il faut Mmh. aussi se dire que, tu sais, comme dans certains films où d'un seul coup, la personne vient elle apprend que ce qu'elle avait vu n'était pas ça. Ça l'a quand même construite. Il y a Oui. j'en parle beaucoup de la série Bref, qui était sur Canal. Il y a une saison 2 il y a 6 mois, 1 an, tout le monde m'en a parlé et puis j'ai regardé ça il y a quelque temps et elle est intéressante cette série puisque on voit quelqu'un qui se raconte son histoire du passé qui justifie son présent et à un Mmh. moment donné, c'est magnifiquement fait. Son frère vient lui remontrer les scènes de l'enfance parce on les voit enfants et il lui montre qu'il a vu ce qu'il voulait. Mmh. Et ce qu'il avait compris comme un mauvais traitement de son frère, en fait, était une protection. Et donc, d'un seul coup, il y a tout qui s'écroule parce que tu as constitué ta façon d'être en fonction de tes expériences perçues par tes yeux. Et d'un seul coup, tout s'écroule et tu te rends compte que ça te fait changer parce que tu avais mal vu. Tu Mmh. avais mal vu les choses. J'ai envie de mettre un mot: basculement intellectuel. Tu vois? Il y a une nouvelle information qui est rentrée dans ton Oui, système et intellectuellement, mais je pense aussi que ça vient foutre complètement le désordre et c'est pour ça que je parle d'échafaudage. En fait, tout mmh. s'écroule parce que si finalement, je sais pas moi, tu as mésinterprété des choses et qui t'ont fait entrer, dans telle ou telle scène, tu as plus de raison d'y être en fait, puisque tu t'es trompé. Mmh. Tu vois? Comme dans American History X qui me revient d'un seul coup, le vieux film là sur l'antisémitisme aux États-Unis qui était pas mal. Où en fait, on construit une haine et puis après à un moment donné, on se rend compte qu'elle n'a aucun sens en fait. Donc Mmh. on est une autre personne en fait. Mmh. Moi, je dirais qu'il y en a pas aucun sens parce que finalement, ça répond à un intérêt, à un besoin, comme on disait tout à l'heure, parce que ça a une utilité, c'est une fonction, cette haine qu'on construit exprès. Ah bah oui, parce Ça que tu vois ce que je veux dire? ça Ça a un vient ça vient sens. consolider une identité, même si elle Mmh. est peut-être fragile, même si elle répond à quelque chose. Est-ce que c'est vraiment une identité? Je sais pas. Je pense qu'on vient répondre à des choses plus intérieures normalement et se constituer contre, n'est pas suffisant. Ça nourrit pas son homme d'être Mmh. contre, comme en politique, c'est pas un argument d'être contre, mais on fait comme on peut. Mmh et Voilà. moi, ce que j'aime beaucoup dans ton discours, c'est que ça invite à se questionner, ça invite à remettre cela sur le en face des yeux et voir ce qu'on a fait, ce qu'on prend comme décision et Mmh. c'est ça que moi j'aime dans ton discours là, ce que tu as décrit, c'est que tu invites à remettre en question ce qu'on croit et ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. C'est ne pas se figer finalement, c'est être curieux, tu invites à être curieux de la vie. Oui C'est et ça, puis et quelque puis part. Sartre te dirait qu'on est condamné à la liberté, quoi, donc Mmh. ça reprend ce qu'on s'est dit sur la responsabilité. C'est-à-dire que, ce qui ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser, mais quand on n'a pas dit quelque chose d'important pour nous, on avait nos raisons et c'est comme ça, c'est pas la peine de se flageller, mais on a participé aussi Mmh. aux choses. Il y a quand on parle de culpabilité, ça me fait penser à se dire que finalement la culpabilité, c'est soi-même qui c'est une perception de soi altérée quelque part. On se juge tellement que, on a cette sensation, on a cette Oui, puis émotion c désagréable. et puis d'ailleurs, c'est même injuste parce qu'on pique la place du juge en se jugeant soi-même et donc c'est complètement injuste parce que ça Mmh. ne vient même pas du regard de l'autre. Mmh. Donc C'est on se coupe la jambe avant, d'avoir le diagnostic, c'est étrange, mais c'est comme ça.
Et oui, et c'est important quand tu dis: «C'est comme ça» et c'est humain finalement, Oui, c'est 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 comme ça et normal. puis je pense que ça vient aussi de notre éducation. Enfin, Mmh. voilà, il y a des et c'est bien qu'on ait de la honte et de la culpabilité. Ça, moi, je suis pour qu'on réhabilite la honte. Un Mmh. jour, si tu veux faire un podcast là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié d'avoir honte et que ça fait partie de Mmh. notre époque. Mmh. Alors des gens coupables, il y en a qui se sentent coupables et puis parfois même pour avoir pour fonction de se rouler par terre et d'avoir des câlins. Mais la culpabilité et la honte sont des éléments importants, en fait. Mmh. Parce qu'ils Mmh. disent quelque chose de notre fonctionnement psychique et puis ils viennent nous réguler, et ils nous permettent de pas faire tout et n'importe quoi. Mais poussé à l'extrême, quand ça devient un art de vivre, quand tu te dis en achetant ton pain: «Allez, je vais essayer de culpabiliser sur le premier truc qui arrive», bon, tu deviens un boulet pour les autres et pour moi, tu n'es plus en relation puisque la culpabilité, c'est une voix dans ta tête. Mmh. Donc c'est bien, c'est entendable, on a tous des voix dans notre tête, on peut se parler à nous-mêmes, mais si elle est trop forte, on ne s'entend plus parler. Mmh. Et donc, si quelqu'un te dit: «Beh, je te décharge de ta responsabilité et puis c'est moi qui ai fait ça» et que l'autre se sent encore coupable, d'une certaine manière, c'est entre lui et la communication est rompue. Mmh. Donc ça c'est ça le problème de la culpabilité pour moi. C'est Mmh. qu'après ça devient un compte à régler avec, son inconscient et ça peut durer 1000 ans. Mais ça Mmh. ne parle plus de la relation réelle, Mmh. s'il y en a une d'ailleurs, mais ça c'est Mmh. encore une autre question. Quelque part, c'est une raison pour aller consulter un psy, finalement. C'est quand la culpabilité devient un tel fardeau qui s'en empêche de ça devient carrément un trouble qui empêche de faire des liens, de tisser des liens avec les autres et que ça nous enferme avec nous-mêmes et ça prend un tel poids qu'on n'a plus de place à réfléchir sur d'autres choses. Est-ce que tu es d'accord? Oui, alors si je devais reprendre, je vais demander au greffier de supprimer le mot «trouble» là, qu'il l'enlève, OK. du procès-verbal parce que j'aime pas le mot «trouble». Tu pas le mot trouble. Mais Tu oui, mettrais quoi à la parce que place? ça commence à faire, problème psychiatrique à englober avec des items à cocher. Non, mais en tout cas, c'est sûr que quand un sentiment de culpabilité, comme du sel vient pourrir le plat et tous les plats qu'on sert, bah, c'est triste, en fait. Mmh. Parce que, tu vois, j'ai oublié, tiens, le nom de la série. Il y avait une série sur un diable qui était sur Netflix, là, tout le monde va s'en souvenir, j'ai oublié le nom. Mais c'est pas Star, attends, je alors crois que ça, c'est le c'était le nom, le personnage, l'étoile c'était le nom noire, du personnage, c'était le nom du personnage. Heu je l'ai plus. et donc c'est intéressant parce que c'est la représentation de du diable, de Lucifer qui est sur terre et cetera, qui mène des enquêtes, enfin, c'est un peu farfelu. Mmh. Mais c'est ils ont une représentation de l'enfer qui est magnifique, que j'ai trouvé superbe. En fait, on voit des gens, on descend au sous-sol, aux enfers et il y a des pièces, un couloir. Tu ouvres une porte et tu vois une personne et tu la vois, comme si elle ne te voyait pas et tu la vois agir dans une scène où elle se sent extrêmement coupable. Par Mmh. exemple, elle tue quelqu'un par inadvertance et elle se met à pleurer, elle s'écroule. Et puis elle se relève, la personne revient, elle lui remet un coup de couteau, elle pleure, elle s'effondre et ça tourne en boucle jusqu'à l'infini. Bah, Mmh. c'est une belle image de la culpabilité. C'est un truc qui peut avoir une fonction d'une certaine manière, mais qui sur un autre plan n'en a plus du tout en fait et devient Mmh. défavorable. Ça Mmh participe mh. à un équilibre, mais ça te rend esclave puisque ces gens ne peuvent pas sortir de la pièce. Ils sont même plus conscients en fait. Quand on ouvre la porte, ils ne nous voient pas Mmh. et bah, ça, c'est la culpabilité pour moi. Mmh. OK. Donc il en faut, mais moi je parlerai plus parce que les gens qui écouteront diront: «Ah mais oui, mais il faut être coupable quand même, gna gna gna». Oui, oui, évidemment, mais il y a des moments où bon, heu, ça a plus grand intérêt, en fait. Ça a même parfois et c'est une réflexion que j'ai en ce moment, je crois que beaucoup des difficultés des adultes renvoient à des processus d'enfants, en fait. Mmh. Et donc je crois que ça appelle à oui, à avoir, des câlins, avoir des réassurances perpétuelles. Heu, ou une intériorisation de l'interdit qui est au mauvais endroit. Donc, en tout cas, tout ça nous éloigne de la possibilité d'être en contact avec quelqu'un d'autre, ce qui reste pour moi la voie royale pour pouvoir évoluer. C'est en Mmh. étant en contact avec quelqu'un qu'on est nourri de quelque chose et qu'une mise à jour peut s'opérer. Donc Mmh. c'est pas en étant dans son coin tout seul à ruminer une culpabilité d'un truc qu'on a fait il y a 17 ans dont on se fout complètement qu'on va pouvoir, à un moment donné, s'épanouir avant de mourir, quoi. Mmh. Et même je suis d'accord avec toi, c'est grâce aux autres qu'on progresse, qu'on évolue parce que, et parfois même j'ai envie de dire, tu me diras ce que tu en penses de ça, mais parfois la personne qu'on pense faible ou qu'on pense, inutile, bah, en fait elle nous pose de vraies questions.
Elle nous pose des questions qui nous amènent à progresser, à surpasser de notre perception de la faiblesse qu'on perçoit. Ouais. Et ça, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu en penses toi de Oui, et puis je pense qu'il faut accepter d'aller en faiblesse, quoi. Parce que tu vois, mmh moi, quand tu me dis: «Maximilien, est-ce que tu veux lire un texte?» enfin, je me suis dit: «Je suis ni Lucini ni quoi que ce soit, donc c'est pas pour moi, en fait», et puis je me suis dit: «Bon, dans la rencontre, ça va me permettre de laisser se développer quelque chose qui me chatouille, parce que ça me parle un petit peu quand même, et je vais laisser croître quelque chose en moi et ça va être intéressant». Donc je crois qu'il faut être prêt à être curieux, à être déséquilibré, à tenter, à aller vers son risque, quoi, comme dirait René Char, quoi. mh. Ouais. Et peut-être, on a un peu dépassé, mais est-ce qu'il y avait un autre sujet, pour terminer à peu près? Est-ce qu'il y avait un autre sujet que tu voulais évoquer par rapport à ce texte? Bon, on a fait à peu près le tour, hein. On a Ouais? fait à peu près le tour, on pourra en parler encore des heures, mais on sortirait du texte encore. Mmh. Voilà. En tout cas, je me dis que ça donnera peut-être à des personnes l'envie d'ouvrir tout ça. Moi, pour tout te dire, j'avais, donc ces exemplaires de la Pléiade que j'avais acquis il y a quelques années, 2-3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais plus, et je me suis dit: «Bah, voilà, ça va être l'occasion de couper, mon contact avec les réseaux sociaux parce qu'il n'y a plus rien de nourrissant». Mmh. Peut-être avec la télévision, de garder les films et de garder les lectures, et j'encourage les gens à essayer. Moi, je vais le faire parce que quand on lit une nouvelle, et que ça nous prend, 7 minutes, je pense que c'est toujours plus nourrissant que 7 minutes, sur TikTok, mais c'est mon point de vue. Mmh. Moi, je vais te dire même aller plus loin, c'est-à-dire, heu, là, aujourd'hui, ce que tu as fait, c'est tu as pas juste parlé, tu as montré l'exemple. C'est mieux que parler et dire les intérêts. Tu vois ce que je veux dire? Comment rendre la lecture désirable? Bah, il faut Oui, lire, il faut lire devant les gens, faut que ouais, puis je crois non qu'il faut trouver un auteur qui nous parle un peu. Moi, je sais qu'il m'a toujours parlé, je l'ai toujours gardé de côté, et là, je vais m'y replonger. Après, est-ce que j'y arriverai? C'est une question. Tous les matins, on peut se poser la question de sa responsabilité, et moi, j'ai envie là de faire ça. Mais je crois qu'il faut chercher quelqu'un, dont on se dit: «Tiens, ça me parle», et plus je m'intéresse à Guy de Maupassant, plus je me dis: «Waouh, il y a vraiment un truc qui vient me chercher, quoi». Puis je pense qu'à mmh, la lecture, il faut essayer, et si ça prend pas trop, j'ai essayé des auteurs, je sais même plus lesquels, tu vois? Mais j'ai essayé des auteurs où je me suis dit: «C'est pas, ça me parle pas», et puis c'est tout. Je vais pas mmh. passer 8 ans à me forcer parce qu'il y aurait quelque chose à l'intérieur à trouver, parce que je le trouverai même pas, parce que j'y arrive pas, parce que ça clique pas. Mmh. Ouais, moi j'ai envie de dire, il faut choisir ses quêtes, il faut choisir ses combats, il faut Ouais, parce qu'on ne peut pas tout faire. Du coup, exactement, et puis je pense qu'il faut se dire, moi ce que j'attends d'une lecture, c'est de me rafraîchir la tête. C'est en mmh, fermant le bouquin d'avoir les yeux, qui regardent le ciel avec un léger sourire, parce qu'encore une fois, on est quand même dans une époque où tout s'accélère très vite, où, on n'a jamais eu autant d'informations, proprement inutiles, complètement angoissantes, c'est une cata, et je me dis: «Bah, tu vois, là, tu lis quelque chose de profondément intéressant, d'essentiel, de beau», et je mmh, pense que si on cultive pas ça, et c'est pour ça que je dois faire le choix de m'orienter vers ces choses-là un peu plus au quotidien, on se laisse, contaminer, par mmh, l'extérieur, et donc ça mmh. reprend la responsabilité dont on a parlé dans le podcast précédemment. C'est qu'en fait, il faut savoir, ce que tu veux récolter, et tu récolteras ce que tu sèmes à un moment donné. Mmh. Tu sais ce que je me vois moi? J'ai mon médecin, il a plus de 80 ans et il exerce toujours. Mmh mh. Tu sais ce qu'il m'a dit, comment il a fait pour tenir? Bon, la 1re raison, c'est la passion. Il aime soigner les gens. La deuxième, c'est quoi? Il m'a dit, c'est qu'il, quand il fait ses consultations, il rencontre des gens équilibrés aussi, pas que des déséquilibrés. Mmh. Ça lui permet de rétablir sa balance et de tenir sur le long terme. Un peu c'est un peu ce que j'entends quand tu me parles, quand tu dis: «Faut choisir les textes, il faut que tu as lu ce texte, bah, tu regardes le ciel, il y a un sourire», tu ça a aéré l'esprit. Pour moi, ça c'est comme si c'est un rééquilibrage que tu fais parce qu'il faut le dire, ton métier, tu côtoies la souffrance au quotidien. Tu côtoies, des Oui, difficultés quand même mais je humaines cô au mais je quotidien. côtoie des gens avec des questions. Voilà. Mmh. C'est en ça Dont où vraiment dont tu Maupassant, n'as pas il a forcément les réponses aussi des fois et oui, c'est oui, ça oui. qui est Ah bah difficile oui, clairement, et puis on et regarde ensemble, et puis parfois j'ai pas de réponse, mais parce qu'en fait, il y a aussi parfois pas de questions, et puis tout simplement, mais tu vois, je le redis encore, quand tu tombes sur un texte qui a 150, 140 ans
et que Mmh. tu comprends ce sentiment. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire: «Je sens de quoi il parle». Ouais. Eh bien, ça dépasse toute la futilité de ce qu'il y a dans un écran de téléphone ou d'ordinateur, qui Mmh. n'est que passager. Donc Mmh tu mh. tu reviens tu vois, si on coupe l'électricité dans le monde entier, on revient à ça. Mmh. Parce que ça va rester, en fait, tu vois? C'est éternel Et et donc tes arrière, 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 arrière petits-enfants, s'ils ouvrent le Maupassant, ils vont vivre un truc qui va leur parler et qui sera un sentiment du même ordre. Tes mmh. arrière, arrière, arrière petits-enfants, quand tu leur montreras un micro comme ça ou que tu leur montreras, qui verront TikTok, tu leur montreras pas parce tu seras plus là, bah, ça leur fera rien de particulier, en fait. Ça viendra Mmh. pas chercher leur humanité. Donc je trouve ça, finalement assez touchant et puis c'est intéressant d'être saisi par la banalité. Je trouve que c'est très puissant. Le théâtre aussi le fait très bien. On Mmh. te montre la vie et ça suffit, en fait. Mmh. Voilà. C'est en fait, quand on t'entend, c'est pas si simple parce que ce que tu es en train de d'évoquer, c'est quelque chose de très important pour toi. On se rend pas compte, mais enfin, je me rends compte plutôt que finalement, ces petites choses ordinaires, à tes yeux, elles deviennent extraordinaires. C'est-à-dire la description d'un paysage, la description de comment Maupassant Oui, fait la description du parce que monde. ça vient chercher un sentiment, des images, des sensations. Mais c'est aussi ça le problème de notre modernité, c'est qu'avec un shoot de lumière ou de musique ou d'effets spéciaux, j'allume ton système nerveux, mais en fait, ça va pas très loin. Mmh, J'allume pas ton imaginaire. Tu mmh. vois, c'est bon, il va falloir que tu coupes à un moment donné le podcast parce que je pourrais parler des heures, mais Mais c'est j'ai un le peu temps. Si toi, c'est un si tu as le temps, j'ai le temps. c'est le petit truc qui m'a parfois qui m'a fait un peu bizarre quand alors c'est pas tous les Américains, mais il y a une partie des Américains, je pense que c'est une majorité, quand tu vas, chez eux, tu vas trouver parfois des châteaux. Voilà, tu es étonné et puis tu vas te rendre compte que leurs regards sur, les pays européens sont parfois pas si profonds. Alors pas tous, pas tous les Américains, mais eux ont une histoire très courte Mmh, et ils ont une histoire qui est très particulière et donc ce que ça veut dire que si tu n'as pas les codes pour déchiffrer les choses, elles ne deviennent qu'un divertissement. Elles ne vi deviennent qu'un selfie devant une tour Eiffel. C'est pas très intéressant. mmh, J'ai un ami qui m'est très proche depuis toujours et qui passe, depuis des années son temps à Bali et qui m'expliquait, les touristes, européens, américains, tous, qui se promenaient, qui prenaient des photos bêtement, qui regardaient, qui rigolaient, qui montaient sur des éléphants et il me disait: «Mais, voilà, pour faire une maison, les maisons t'appartiennent pas, le terrain t'appartient pas, les maisons sont faites sur mesure, comment on les fait, qui les fait, pourquoi, comment on se les transmet?» Et là, d'un seul coup, il me raconte tout ça et là, je me dis: «Waouh, là, il est en train de m'expliquer ce qui est sous mes yeux et que enfin, ce qui serait sous mes yeux, j'y suis jamais allé et qui n'est pas écrit, en fait et qui a une épaisseur et qui a un goût bien plus profond que, 3 personnes qui font de la flûte dans la rue, en te servant à manger». C'est mmh, toujours important d'avoir l'histoire, c'est toujours important d'avoir les codes pour comprendre et je crois que ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Donc mmh, pour moi, on est dans un monde, c'est une évidence, hein, je crois que je serais pas très contredit, mais sans forcément aller dans la littérature est compliqué. Maupassant est très simple, tout le monde peut le lire, il y a aucun problème. On peut quand même opposer la superficialité du monde qui vient nous stimuler, le plus vite possible donc après, on se retrouve avec des personnes qui ont des addictions à la pornographie, qui sont complètement perdues, qui savent plus rencontrer. On est sur des shoots d'adrénaline dans tous les sens et les gens savent pas forcément cuisiner. Ils ont mangé un truc, ils savent même pas ce qu'il y a dedans. Et je trouve que ça rend tout de suite les choses plus pertinentes. Quand mmh, tu cuisines avec un enfant et qui te dit: «Waouh, je suis fier de ce que j'ai fait», c'est comme ça qu'on fait un œuf, mollet, je savais pas et puis qu'il le mange et qu'il le déguste et encore mieux, ce sera encore mieux d'aller dans le poulailler et de lui expliquer comment on pond un œuf. C'est quand même beaucoup plus intéressant, en fait, que mmh, de croquer dans un bout de surimi sans se demander ce qu'il y a dedans, en fait. mmh, Et ça restera toujours ça. Et je pense il faut garder un minimum ça. Alors mmh. ça fait discours de vieille personne, hein, ça j'ai bien compris, mais heu pas besoin de me le dire, mais je crois qu'il faut trouver, des profondeurs, des petites profondeurs à droite à gauche, savoir, d'où Mmh. viennent les aliments que tu manges, comment ça pousse, et je crois que Maupassant, il a quelque chose de joli, en fait, là-dedans. Mmh. Et encore une fois, il décrit le sentiment de ta boulangère. Mmh.
avec le boucher avec qui elle a une aventure. Et ça me semble plus intéressant que de savoir si elle a le dernier iPhone, en fait. Mmh. En fait, quelque part, tu sais, moi, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est pas un truc de vieux ce que tu as décrit. Pour moi, tu es en train de décrire la saveur du savoir et en fait, quelque part, pour moi, bah, toi, tu as été initié à goûter les saveurs du monde au travers de ces expériences, de la lecture, de tous ces choses qui sont profondes, qui apportent une profondeur à l'expérience humaine et moi, je dirais même que ton discours, peut-être que la façon on l'entend, pour moi, ça je fais référence au moins comme, dire c'est du savoir qui est là et quand tu l'as goûté, quand quelqu'un t'a initié à goûter ça et à Ça te l'utiliser. permet de savourer, mais ça te permet aussi de sortir de la possibilité, de la facticité des choses. Mmh, C'est-à-dire que quand un adolescent, pour revenir à ce qu'on s'est dit, me dit, c'est une adolescente pour le coup, qu'il faut qu'elle trouve un business et qu'elle scrolle sur Instagram et elle voit en permanence des entrepreneurs qui, comme on le sait, pour les trois quarts, sont des mythomanes, qui sont là pour faire du blé sur le dos des gens sur certains réseaux sociaux et te disent, bah voilà, moi je fais 20 000 par mois, etc. J'ai fait 3 vidéos. Et je me dis, quand on arrive à prendre conscience de l'illusion et qu'on prend goût à l'effort et à comprendre comment les choses fonctionnent, bah, on est moins prêt à se faire arnaquer. Donc ça, c'est mmh, important aussi. Ça te permet de moins cliquer trop vite pour acheter un truc qui est faux. Ça te permet de ne pas dépenser ton argent à vide. Ça te permet de comprendre que ce que tu achètes n'a pas de valeur. Et donc, je crois que c'est une arme. Un peu comme dans le film Into the Wild, où en n'ayant pas la connaissance, le personnage meurt parce qu'il mange quelque chose et il ne sait pas ce que c'est. Et donc, je crois qu'à un moment donné, c'est important de se dire quelle est la valeur de ce que j'ai en face de moi, parce que une voie pour pouvoir aller vers la libération qu'on n'obtient jamais vraiment, c'est de comprendre les contingences qui appuient sur notre existence. mmh, Et donc, sans devenir non plus complotiste, je crois que c'est intéressant de se dire: «Ah bon, il se passe des trucs, mais peut-être que, je suis pris dans un courant, peut-être que des gens ont pensé avant moi des trucs, peut-être que ce que je fais, c'est pas si délibéré que ça». mmh, C'est pour ça que je pense chercher du refuge très très bientôt dans la littérature, parce qu'on voit ça au niveau mondial et au niveau national. Les gens se posent de plus en plus des questions sur pourquoi on en arrive là et pourquoi il nous arrive ce qui nous arrive. mmh, La France étant anormalement pour moi beaucoup trop silencieuse et ramollie, je me dis, bon, ça c'est grandeur nature et c'est compliqué. Je vais me pencher vers quelque chose qui est rémunérateur pour le coup rapidement, qui est le beau, mmh, et dont on peut connaître le début, le milieu et la fin de l'histoire et en tirer quelque chose tout de suite. mmh, Ça nourrit en fait. mmh. Ça nourrit immédiatement. Mmh. Et je dirais même, tu as insisté sur un point que ce texte, il date de plus de 100 ans, plus de 140 ans, 142 ans. 142 ans, heu et il est toujours d'actualité. C'est-à-dire on Mais peut oui, toujours le saisir, mais oui, et le tes ancêtres en 1700, on pourrait l'avoir lu et comprendrait tout à fait, tu c'est quelque vois? chose d'universel finalement, ce qui est décrit et ce qui est remarquable, ce que tu as dit, moi je te rejoins, c'est que c'est cet écrit, c'est une trace d'intelligence d'un homme qui s'appelait Guy de Maupassant qui Oui, est, qui l'a c'est de la qui nature humaine, c'est de la c'est nature humaine en bloc et c'est vrai que, tu vois, c'est ce que je disais à une psychologue que j'accompagnais en supervision. Elle me disait qu'elle culpabilisait, qu'elle voulait lire encore plus de livres de psycho, elle est épuisée. Enfin, je lui ai dit: «On n'apprend pas la psycho dans les bouquins, quoi». mmh, On apprend en vivant, en rencontrant, en vivant des expériences, en voyageant, en discutant, en allant discuter avec des gens avec qui on n'avait pas envie de discuter, en goûtant, en buvant des choses qu'on connaissait pas, mmh en essayant de lire Maupassant, juste 2 pages pour voir ce que ça nous fait. Je veux dire, voilà, les bouquins de psycho nous parlent de processus, ont théorisé des choses, mais là, on a un sentiment intéressant. Tu vois, ce mmh, monsieur, il viendrait en consultation, on pourrait rapidement dire qu'il est dépressif, parce que, je sais pas moi, il est vieux, il n'arrive pas à faire le deuil de sa vieillesse. Mais quand on a cette information sur ce qu'il est, pour moi, là, ça commence à devenir intéressant. J'ai jamais mmh, réussi, peut-être qu'un jour j'arriverai à mieux penser ça, mais je crois qu'il y a une différence entre le psychologue qui a lu des bouquins de psycho et qui a pas vécu, qui comprend pas les êtres humains, mais qui essaye de les capter par des théories, et celui qui est en contact avec ces choses de la vie, en fait.
Mmh. Parce que d'un seul coup, on n'est plus en train de se demander quel trouble il a. On voit, on sent son existence. On Mmh. peut mieux comprendre l'enjeu de ce qui lui arrive, en fait. C'est beaucoup plus intéressant que de poser le diagnostic 16.2 du DSM, gna gna gna, enfin, on s'en fout de Mmh. ça. C'est pas intéressant. Moi, j'ai envie de dire, c'est mon avis et tu me diras ce que enfin, peut-être tu seras pas d'accord, mais moi je dis que les 2 sont importants parce que, parfois il y a des situations, si on n'a pas les certaines grilles d'analyse, ça Évidemment, tu vois ce que je évidemment, veux dire? Frédéric, je suis d'accord avec toi, mais je dirais que pour pouvoir vraiment être en contact avec les gens, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on Mmh, ne peut oui, pas je être suis d'accord. psychologue en ayant lu Maupassant et pour moi, on ne peut pas être psychologue en ayant lu uniquement, des manuels de troubles mentaux. Mmh. D'ailleurs, les Je suis grands d'accord. psychiatres, qu'on continue à nommer, depuis longtemps, du début, du 20e siècle, étaient tous de grands lettrés, avaient lu, tout ce qu'il fallait dans la littérature française et cetera. C'était des gens sensibles, c'est des gens cultivés. Quand Mmh. tu retires la culture, et la réflexion, bah, tu te retrouves à être l'objet de contingences extérieures. Je discutais avec un ami médecin qui est bien à la retraite depuis un bon moment. Il me parlait des jeunes médecins. Alors évidemment, les vieux critiquent les jeunes, blablabla, mais il me disait c'est dingue parce que en fait, je vois des prescriptions. Le médecin est incapable de m'expliquer ce que ça va faire dans le corps de la personne et pourquoi ni comment. Mais il a appris qu'entre tel taux et tel taux, il fallait donner tel médicament de tel laboratoire et point barre en fait. Mmh. Et je me dis, bah, tout ça peut être effrayant parce que tu peux plus réparer, tu comprends pas, tu restes dépendant. Tu vois, avant, Mmh. quand on savait réparer une 4L, quand on était en panne, on disait, bon, je vais trouver la solution. Moi, ma voiture, elle est en panne, c'est même pas la peine de me demander de faire quoi que ce soit. J'ouvre même pas le capot, c'est pas la peine. Je suis perdu. Mmh. Et je pense que dans la vie, plus on comprend les mécanismes, plus on peut réussir à agir sur le monde aussi. Mmh. Et tu as dit une phrase très intéressante pour ma part qui est: «On peut être soumis aux contingences si on enlève la culture». C'est un peu ce que j'ai Ah, retenu d'autant plus, ouais, ouais. et ça, ça a une dimension beaucoup plus importante qu'on enfin, c'est très important ce que tu as dit finalement. C'est important parce que c'est comme C'est quand on veut débunker, comme on dit, à une théorie complotiste. Il y a des théories complotistes qui sont séduisantes, d'autres qui sont folles, d'autres qui ont été validées. Et oui, donc en fait, c'est aussi plus ça. complotiste. Mais ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on te dit toujours, il faut aller chercher les sources. Et une fois que tu as cherché les sources, il va falloir avoir la finesse de vérifier jusqu'au bout. Parce que ceux qui étaient pour ou contre le vaccin, ils te montreront des arguments, les deux camps ont toujours raison, ils te sortiront toujours des articles parce que quelqu'un a dit que. Il faut avoir la finesse d'aller chercher la qualité de la source et de l'information. Mmh. Et donc, il faut mener une vraie enquête et pas simplement répondre à nos émotions et être prêt à penser contre soi aussi. Mais pour ça, faut avoir le réflexe de ne pas gober ce qu'on nous dit et pas forcément de se méfier de tout, mais de se dire bah, j'aimerais savoir d'où ça sort, me renseigner. Moi, Mmh. j'écris comme ça. Tu vois, le troisième bouquin que je suis en train d'écrire, enfin, je l'ai fini, je suis en train de le faire relire. Je pars du principe que je vais chercher des études partout. Surtout, je sors de la France, puisque la France tourne en rond dans mon métier depuis toujours. Et puis, j'ai des informations qui sont plus que validées, avec des méta-analyses énormes. Et je me dis, ah, bah, en fait, ça, je m'y attendais pas. Et donc, je me jalonne l'esprit de plein de choses comme ça. Je les écris, je les note, je fouille les études, je les relis dans tous les sens. Et après, ma pensée qui était déjà construite avant, bah, va falloir qu'elle s'accommode de tout ça. Mmh. Plutôt que de me dire: «Je m'en fiche, moi j'ai raison et j'y vais». Tu vois, Mmh. en 2026, cette année, on a remontré par une grosse méta-analyse que les diagnostics en psychiatrie, bah, c'était assez merdique dans l'ensemble depuis toujours. C'est constitutif de la psychiatrie. C'est pas Mmh. forcément un problème, mais ça veut dire que en cardiologie, un diagnostic peut être très précis, très clair et quasiment irréfutable. En psychiatrie, il y a des troubles où franchement, on peut tout dire tout et n'importe quoi. Et ben, quand tu as cette étude, bah, tu te dis, bon, bah, quand tu prends l'habitude de dire ces choses-là, tu composes avec la complexité de cette réalité qui a été démontrée. Mmh. Plutôt que de dire, non, mais moi, je pense que c'est fiable. Ouais, mais toi, tu penses que tu veux, toi. Il faut dire aussi, Maximilien, que toi, tu as vécu des expériences où tu as accueilli des personnes qui avaient des troubles ou qui avaient des comportements, C'est-à-dire accueillir des différents. extraterrestres, ouais. Tu peux nous en parler? Mais je veux dire que quand tu as vécu cette expérience,
as quand même un nouveau rapport au monde que si on n'a jamais côtoyé quelqu'un qui est bipolaire, qui est Oui, oui, schizophrène, qui mais est, après oui, mais je crois que ça dépressif. suffit pas. Ouais, mais je crois que ça suffit pas parce que j'ai connu des gens qui ont rencontré aussi l'altérité et qui ont essayé de la faire entrer dans leur boîte. Mmh. Tu Oui. vois? Ça me rappelle, une histoire personnelle de quelqu'un que j'ai côtoyé, qui avait une maladie, objectivement, référencée, tous les bilans étaient faits, voilà, pas de problème. On pouvait rien pour elle. Mmh. Il lui fallait un traitement de substitution, qui s'appelle le lévothyrox et puis à un moment donné, il y en avait plus, donc s'est posé la question de: «Qu'est-ce qu'on fait sans ça?» Puis elle est allée voir un médecin qui lui a prescrit des trucs et cetera, qu'on prescrit pas habituellement et la maladie a disparu. Donc, Mmh. j'ai reparlé à d'autres médecins qui m'ont dit donc il n'y avait pas de maladie à la base. Bon et Ça donc arrive, je ça suis peut embêté. arriver. Oui, mais je Faut suis le embêté oui, mais je suis embêté par ce raisonnement parce qu'en fait, ils étaient pas là au départ, c'est pas eux qu'on fait les évaluations sont pas truquées et donc on peut peut-être se dire: «Ah, bah, en fait, ça pourrait peut-être être intéressant pour comprendre comment fonctionne le corps humain». mmh. Et oui, parce qu'en fait, les maladies, elles apparaissent, c'est toujours multifactoriel. Mais donc tu peux te dire finalement, bah, ça n'a jamais existé. Donc Mmh. Tu c'est veux dire ça que le intellectu raccourci de ah dire bah, ça, c'est c'est-à-dire que dangereux bah, finalement? ce qui est Ouais. intéressant pour moi dans un raisonnement, c'est d'aller plus loin et d'aller contre soi, en fait. Et donc il y a Mmh. des gens qui ont rencontré l'altérité, mais qui continuent à se dire: «Non, non, mais c'est comme ça que ça marche». Tu vois, Mmh. le biais de confirmation. Il y a en thérapie, par exemple, on peut se dire, bon, bah, si la personne n'avance pas, c'est qu'elle est pas prête. C'est que son trouble est trop important, c'est qu'elle n'y met pas de la bonne volonté. Mais un médecin pourrait dire aussi que le patient prend pas ses traitements alors qu'il les prend. Mais Mmh. on pourrait se dire aussi, peut-être j'ai déconné, peut-être qu'il faut que je vois ça autrement, peut-être j'ai pas bien compris. Peut-être que c'est moi qui résiste, et Mmh. pas le patient qui résiste et qui est chiant. Mais ça demande une certaine souplesse, quoi. Faut être prêt à avoir tort, quoi. Et ça demande aussi à connaître, ces questions, cette façon de faire de en fait, finalement, c'est ce qui me paraît, moi, bizarre. Tu sais, j'ai fait une école de formation de coaching. J'ai trouvé catastrophique le niveau. Pour moi, toutes les écoles sont pareilles, mais c'est mon avis. Mais ce que je veux dire, c'est que dans mon esprit, quand j'imagine un professionnel de la santé, de l'accompagnement, je me dis qu'il a quand même fait des années d'études, au moins 5 ans, heu et qu'il a appris à avoir une méthodologie de recherche, à avoir, un Non, certain standing. il a pas appris ça, il a appris à avoir la moyenne pour qu'on lui donne un certificat. Non, mais Et c'est tu vois? vrai. Ça change Mais tout quand même. Ça a-t-il change. mis non, mais a-t-il mis du cœur et est-ce que ça s'est engrammé en lui? Est-ce qu'il le porte encore en lui après? C'est autre chose. Ça, c'est autre chose, effectivement, mais je me dis, quand même, il y a une responsabilité à exercer et c'est là où moi, c'est cette illusion, c'est ce voile, tu vois? Ce voile-là, il a éclaté quand j'ai fait ma formation de coaching. Parce Ouais, mais que c'est je compliqué parce qu'il y a des m'attendais. histoires d'ego aussi, puis on veut bien faire. Et c'est incroyable parce que, tu sais, de se dire cette illusion-là, je me suis rendu compte juste après avoir vécu cette expérience. Avant, c'était un monde bisounours. Je me disais: «Un professionnel qui a fait tant d'heures, qui a suivi telle formation, tel parcours, ça doit être quelque chose» et Ah oui, finalement, quand on rencontre, on forcément. c'est là qu'on se dit: «Ah! Ah, la sagesse. Oui, sagesse». Et tu vois, mais c'est là où c'est intéressant, c'est un des propos dans le bouquin que j'écris, je parle de la il y a des études qui montrent aux États-Unis et qui sont intéressantes qu'on peut être jusqu'à 12 fois plus compétent en étant un jeune thérapeute qu'un vieux. On a Mmh. trouvé jusqu'à cet écart-là de fois 12 dans l'efficacité. Et en fait, ce qui vient nous rappeler quand même qu'être vieux, n'est pas une qualité, ni un défaut forcément, mais c'est pas plus une qualité et qu'on peut, s'auto-confirmer des choses toute une vie. Mmh. Voilà Et ça, et c'est et terrible. Ça, c'est terrible. en fait, à 25 ans, tu peux être plus flexible ou plus rigide qu'un vieux et que Mmh. donc la question de l'âge, bof, quoi. Tu vois? Moi, j'ai connu comme tout le monde des gens qui à 20 ans étaient vieux et puis il y a d'autres à 80, qui sourient, qui rigolent, qui chantent sous la Qui sont pluie et puis tu te dis: j'ai l'impression d'être un vieux con, quoi». Donc c'est heu aussi une agilité d'esprit, quoi, Mmh. Qui se tu vois? qui s et ça s'apprend, hein, il faut le dire, ça s'apprend, Bah, je pense qu'il ouais. faut avoir échoué et faut avoir été prêt à déjà en avoir marre d'échouer et de se dire: «Je vais pas faire plier la réalité sous mon glaive, je vais, changer quelque chose pour que cette réalité change». Et je Mmh. pense qu'on est têtu, obstiné, donc quand on se dit: «Il est dépressif», je vous le dis,
bon, bah, il est dépressif ou il a un trouble anxieux généralisé ou il a une schizophrénie ou il a un trouble de la personnalité multiple ou il a un trouble bipolaire. Bon, le truc, c'est qu'on est sûr, c'est qu'on vient chercher des biais de confirmation, c'est qu'on pense qu'on y est presque, que Mmh. l'autre, il se dit: «Bah, pourquoi pas, c'est lui le professionnel» et que, ben, on est plus là pour acquérir des certitudes parce que la nature a horreur du vide. Donc une fois Mmh. qu'on est en sécurité, soulagé en se disant: «C'est bon, j'ai trouvé», eh bien, parfois, c'est le début des problèmes. Mmh. Et quand je t'entends, je suis content d'être coach parce que je n'ai pas à répondre à ces dilemmes. Je suis conscient que ça existe, mais je n'ai pas à Mais trancher. moi, je n'ai Toi pas à y aussi? répondre non plus. Toi Oui, mais c'est aussi? là où tu te trompes, c'est que moi, je n'ai pas à y répondre. Parce que déjà, je n'ai pas le pouvoir de prescription et que je ne suis pas obligé de poser des diagnostics. C'est pour ça que je dis aux gens, et souvent ils le comprennent assez vite, d'ailleurs ils viennent me voir plutôt pour ça d'une certaine manière, c'est que je leur dis: «Écoutez, voilà, il y a un peu de ci, il y a un peu de ça, il y a un peu de trucs, mais moi c'est pas ma question en fait». Parce que c'est pas parce qu'on a étiqueté ou nommé qu'on va pouvoir guérir. C'est pas parce qu'on a trouvé pourquoi qu'on sait comment. Mmh. Donc j'ai vu des gens avec des troubles graves, changer en quelques semaines, puis des gens avec des troubles légers ne pas bouger pendant des mois ou des années. Donc en fait, c'est pas forcément pertinent d'avoir, une étiquette. Donc Mmh. on n'a pas ce qui est intéressant, c'est de savoir, ce que ça vient dire de la personne, qu'est-ce qu'elle en fait, jusqu'où, ça l'empêche d'avancer aussi, Mmh. tu vois? C'est pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire, si on s'arrête juste à l'étiquette, on est mort, on est foutu et là, tu es foutu aussi. Ça voudrait dire que le monde a une causalité linéaire. Donc c'est sûr que si je sais qu'il faut appuyer sur un bouton et une fois que je l'aurai trouvé, j'appuie, il y a plus de problème, moi je veux bien utiliser la causalité linéaire, il y a aucun problème. Mais sauf que chez les êtres humains, il suffit de lire tout mot passant, on comprendra qu'il y a pas de diagnostic avec des étiquettes, tu vois? Pour moi, je Tout mot dirais. passant, c'est en Pléiade, hein, donc c'est écrit en miniature. Mmh. Donc ça marche pas comme ça. Voilà. Et il faut le dire aussi que ces textes, on peut les retrouver sur internet, parce que c'est des œuvres dans le domaine public et C'est pour ceux ça. qui ont la vue, qui comme moi, qui sont parfois pas, qui ont des problématiques, bah, on peut zoomer, enfin, on peut quand même, On lire. ferme les yeux et on écoute le début du podcast. Exactement, exactement. Eh bien, écoute, C'est donc pour ça que tu as fait le podcast. À la fin, tu nous révèles les choses. ah, Tu voulais qu'on te lise des textes. Voilà. je voulais qu'on me lise des textes et je voulais aussi lire des textes et du coup, c'est ça le podcast. Pourquoi? Tu me diras: «Pourquoi un coach fait ça?» Ça, on peut se poser la question. Ben, Mmh. parce que j'ai compris une chose, c'est en vivant des expériences, en allant écouter des intelligences du passé, des traces d'intelligence du moins, qu'on va découvrir des choses qui vont nous enlever le voile Mmh. comme on dit et que certains savoirs qu'on sait, comme tu as partagé, pour moi, c'est il y a certaines personnes, ils ont l'information, ils ont un savoir, mais ce savoir n'a pas encore pris corps, n'a pas encore, n'a pas de chair et c'est qu'en vivant des expériences, en lisant par exemple, en faisant du théâtre ou autre activité intellectuelle, Mmh. que parfois ce savoir prend forme et tout d'un coup, il prend goût et là tu te dis: «Ah! C'est ça en fait» et c'est là que tu arrives à sortir de tes jugements qui étaient enfermants et de voir vraiment autre chose parce que tu étais enfermé dans une forme de perception figée et Mmh. c'est à la rencontre des intelligences autres que la mienne que je peux enfin me libérer de certaines choses et de révéler une autre issue, une autre possibilité et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast et aussi, ben, ça moi, je suis pas qu'un grand lecteur. Mmh. Je n'ai pas lu beaucoup et c'est ce qui a fait que mon développement a été, ralenti énormément. Et moi, aujourd'hui, je me considère que c'est une chance de pouvoir, bah, faire venir des personnes, parler avec eux, f les faire lire, échanger sur des idées parce que ça amène une dimension nouvelle. Déjà, d'ailleurs, juste le fait que toi, depuis ta position, tu viens lire, c'est interpréter un texte, c'est partager quelque chose de précieux, qui est en toi et ça, c'est comment dire? Si on pose la question: «Comment rendre la lecture désirable?» pour moi, ça, c'est un élément de réponse. Faire Mmh. lire les gens, faire lire les professionnels, montrer que les professionnels lisent, que tout le monde lise. Pourquoi? Parce que dans ces textes, on y retrouve quelque chose qui nous parle, qui nous fait Mmh. vibrer et qui nous fait grandir quelque part et même en humanité aussi, hein, parce que Mmh. l'humanité est des fois tellement complexe, tellement difficile à appréhender que quand on lit, on s'aperçoit qu'on peut vivre d'autres vies et se mettre à la place de l'autre, Mmh. tout en restant chez soi. C'est incroyable! Enfin, la C'est ça. lecture, tout ce que ça peut apporter
et même se poser des questions de curiosité. Qu'est-ce qu'un homme, comme Guy de Maupassant pensait à ce moment-là? Comment il voyait le monde? Mmh. Quel était le monde qu'il percevait? Comment il le décrivait? C'est incroyable, enfin, pour Mmh. moi, ça me stimule aussi, ça me permet, moi, de voir quelque chose que je n'ai pas vu. Tout le monde et je ne sais pas si c'est la réalité, mais peu importe. Ça amène des objets, ça amène des idées, ça que je peux transférer ensuite dans mon activité, dans ma vie, personnelle, comme professionnelle d'ailleurs. Voilà un peu pourquoi un coach fait ça et je crois que je suis un coach assez particulier d'ailleurs, peut-être, tu pourras me confirmer ou non, mais moi je suis un coach qui considère le coaching comme une démarche pédagogique. C'est-à-dire que j'amène les gens à penser par eux-mêmes. Tout ce que je fais, je mobilise pour que les gens arrivent à penser par eux-mêmes. Et la lecture et l'écriture sont 2 formidables outils à disposition de tous pour se forger, se construire, penser, aimer la vie même, on peut le dire, hein. Moi, Mmh. j'essaie d'écrire et comme je te disais, j'ai pas lu beaucoup parce que j'ai pas été initié comme il le fallait. J'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a initié à ça, à cette beauté qu'on trouve dans la lecture, à ce beau que tu recherches dans Maupassant. Mais en côtoyant, ma compagne et d'autres activités que j'ai fait, des ateliers d'écriture, c'est là que j'ai compris l'intérêt. C'est parce que Mmh. j'ai été initié, tu vois? C'est parce que c'est grâce aux autres, à des professeurs, qui m'ont donné cette envie de poser des questions et que je peux trouver des réponses, non pas avec les gens qui sont autour de moi, mais je peux trouver avec des personnes qui ont passé des fois une vie à réfléchir et ont développé une pensée et qui ont mieux fait que les gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit: «Ma soif de connaissance ne peut être comblée par les personnes autour de moi», parce qu'il n'y avait pas des personnes qui étaient, qui avaient le temps ni enfin, il y a plusieurs raisons. Mais dans les livres, j'avais le choix de choisir, j'avais le choix d'aller je me posais des questions dont je ne trouvais pas les réponses et quand j'ai commencé à me dire: «Beh, dans les livres, il y a les réponses, il y a forcément des réponses», ça change la vie, ça rouvre le regard, ça amène quelqu'un qui est ignorant à se dire: «Bah, c'est pas une fatalité de pas lire beaucoup, qu'on peut changer, qu'on peut découvrir le monde d'une autre façon et de voir au lieu de voir le ciel gris, bah, peut-être, le transformer pour qu'il y ait un sourire dans le soleil et d'être, aéré comme tu le dis» et Ouais, voilà puis un je peu. dirais même que ça donne parfois des réponses à d'autres questions que les nôtres et des réponses plus intéressantes à des questions plus intéressantes. Je suis tout à fait d'accord et même ton partage, moi, ça m'a touché parce que tu sais, quand on rencontre un psy, toi, tu es psy, tu es docteur en psychologie, tu écris, tu étudies le sujet et quand on te voit lire, c'est pas la plus belle façon de montrer un exemple, c'est pas la tu vois? Pour moi, c'est le Et le bah, le summum. peut-être que ça donnera envie à deux trois personnes et puis c'est le but. En tout cas, Exactement, déjà que moi j'en ai pris du plaisir, la commande était déjà remplie pour moi, apparemment elle est remplie pour toi et puis peut-être qu'il y en aura d'autres aussi quoi, et qui en et et c'est profiteront. ça q et c'est pour moi, c'est ça qui est beau, c'est qu'on a saisi tous les 2 ensemble ce moment, cette porte qui s'est présentée. On a tous les 2 passé la porte. On a vécu un moment, unique, tous les 2 qui se reproduira peut-être plus, parce qu'on le moi de il y a quelques secondes et le moi de maintenant sont plus les mêmes. Tu vois? Le moi qui a lu, le toi qui a lu et le toi qui est là, ce n'est plus la même personne. Il reste un souvenir qui a été capté, Mmh, cristallisé dans une vidéo et que c'est et ça. bah, tout ça pour aller vers la conclusion d'ailleurs, et pour te dire, bah, quoi t f merci de ta présence, merci pour cette lecture, ces partages, qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont, nourri et qui a une saveur intéressante parce que dans ce que tu dis, par rapport à ma construction, mes représentations internes, j'y vois des choses intéressantes, j'y vois des choses qui sont peut-être pas abordables et accessibles à tous. Heu parce que ça demande quand même une certaine connaissance, comme tu as dit, sinon on peut peut-être passer à côté parce qu'il faut Ouais, être initié. Tu vois ce que je veux dire? je l'entends, mais encore une fois, tu vois, là, j'ai proposé vraiment, quelqu'un qu'on peut lire à 12 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 50, à 100 ans et ça, c'est intéressant. C'est Mmh. intéressant de Ça saisir du complexe et du profond et du beau avec des textes très simples. Voilà, qui traverse les âges je et qui est trouve que accessible. c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Je trouve qu'il y a quelque chose qui peut-être me ressemble à essayer de parler de choses compliquées, mais avec un langage parfois,
voilà, qui est tout à fait compréhensible. Accessible, Ouais, simple, ouais, il y a que des mots simples finalement dans Maupassant, hein. Il y a pas de ah ouais. termes complexes, passons ça. Je te laisse, peut-être un mot de la fin, pour conclure ce moment unique, fantastique, j'ai envie de dire, de lecture et de partage. Alors comment je pourrais conclure ça? Comment conclure ça? Bah, je dirais que je souhaite aux personnes de se sentir nourries, voilà, par de la lecture, parce que ça remet aussi un temps qui est important. Mmh. Heu, Parce que moi, comme d'autres, hein, j'en suis vraiment pas exclu, le fait d'être pris, par, des séries qu'on a en bloc, qui fait qu'on peut regarder ça un week-end complet ou le fait d'être pris par une chaîne d'infos en continu ou par un téléphone qui peut débiter des milliards de réels, toute la nuit. C'est difficile. Là, on peut être pris par une musique, un petit peu comme quand on est au théâtre et qu'on se déplace, on est pris par un temps que la personne a pris pour pouvoir, tricoter quelque chose au fond de nous et nous Mmh. faire vivre une émotion. Moi, je serais toujours beaucoup plus marqué par ce que j'ai lu dans un bouquin que par, certains contenus qui sont, finalement, comme je les appelle, des chips, c'est-à-dire ça remplit mais ça nourrit pas. Mmh. Donc, là, on a quelque chose de plus profond et donc je souhaite aux gens de trouver leur auteur. Si c'est pas celui-là, ce sera un autre, tout simplement. Mmh. Mmh. Bien sûr. Mmh. Et sur ces mots, ben, je vais clore le live. Je remercie toutes les personnes qui sont passées et qui vont sûrement regarder cette lecture de Maximilien et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode très prochainement et je vous dis à très bientôt. Merci Maximilien, je coupe le live. Chaque lecture est un voyage. Vous n'aimez pas lire, nous lisons pour vous. Vous aimez lire, lisez avec nous. À très bientôt pour une nouvelle aventure littéraire.